Mes chers camarades, bien le bonjour et bienvenue dans cette émission qui va être consacrée à l'histoire du football international. Et oui, et donc pour parler de cette thématique, eh bien on reçoit Kevin Vessière qui est diplômé en master en sciences politiques et communication politique. Il a été par la suite collaborateur parlementaire jusqu'à il y a quelques mois, passionné depuis toujours par le football, l'histoire, la géographie. Il a décidé il y a 3 ans de lancer FC Geopolitics, un média pour parler de football, surtout d'un point de vue politique et des relations internationales. Très rapidement, le FC va prendre de l'ampleur, notamment sur Twitter, où Kevin poste régulièrement des threads divers et variés. Aujourd'hui, il travaille à temps plein pour le FC Geopolitics, fait régulièrement des lives, des podcasts et aussi, quand même, des bouquins. Voilà, puisque il a sorti en 2021 son premier ouvrage Football Club Geopolitics, 22 histoires insolites pour comprendre le monde. Et en septembre 2022, celui-ci, Mondial Football Club Geopolitics, tome 2, 22 histoires insolites sur la Coupe du Monde de football, chez Max Milo. Bonjour Kevin. Salut à tous, merci de m'inviter pour parler d'histoire et de football. Eh ben écoute, un grand plaisir parce que je crois que c'est un peu d'actualité. Un petit peu, c'est dans l'actualité, effectivement, je crois aussi. C'est bien parce que du coup, on va pouvoir lâcher la question qui fâche, genre d'entrée, quoi, genre le foot c'est politique. Ah oui, effectivement, en plus ça avait beaucoup parlé parce qu'il y avait la déclaration d'Emmanuel Macron sur le fait qu'il fallait pas politiser l'événement, mais oui, le football est politique depuis l'époque moderne, on va dire, et surtout en particulier les Coupes du Monde, puisqu'il y a aussi cet enjeu effectivement des équipes nationales qui sont des ambassadeurs pratiquement des pays. Et donc, oui, c'est éminemment politique de par le jeu des confrontations entre équipes nationales, mais aussi pour l'organisation des compétitions. Et le cas du Qatar pour 2022 le montre bien. Avant de rentrer un peu dans le vif du sujet, donc aujourd'hui on va parler quand même un petit peu de la jeunesse du football. Donc on est sur une chaîne d'histoire, donc on va parler histoire du foot, début du foot international, forcément Coupe du Monde, enjeux politiques, etc. Avant de nous parler de tout ça, j'aime bien demander aux invités d'où ils viennent, quel est leur parcours. Donc toi, comment t'en es venu à créer FC Geopolitics? Comme tu l'as rappelé, effectivement, moi j'ai fait plutôt des études politiques, de sciences politiques. Je savais pas trop ce que j'allais faire de ma vie par la suite. Donc après, finalement, j'ai embrayé plutôt dans la carrière politique en étant collaborateur à l'Assemblée, mais c'était pas forcément un boulot qui m'a plu après sur le long terme. Et j'avais toujours des passions qui étaient l'histoire, la géographie, les relations internationales et surtout le football. Et je lisais beaucoup d'ouvrages par rapport à ça. Et il y a de cela 3 ans, j'ai décidé de me lancer, d'écrire des articles. J'avais déjà fait un peu auparavant écrit des articles sur ces sujets-là. Mais finalement, je sais pas, il y a 3 ans, j'avais notamment lu un article France Football sur le fait que après la chute du mur de Berlin, il y a eu une rencontre entre l'Union Berlin et le Hertha Berlin. Ça avait participé à la réconciliation nationale. Je me suis dit, ça c'est un thème qui me parle bien. Je me suis dit, lance-toi, vas-y, tu verras bien. Et j'ai voulu trouver un biais un peu plus original que des simples articles, parce qu'on a tous des milliards d'articles à lire. Donc, j'ai plutôt fait des threads sur Twitter que j'assimile un peu plus à des bandes dessinées, finalement, avec une idée, un tweet et avec des illustrations. Et effectivement, après j'ai abandonné le format article et j'ai fait que des threads et ça a commencé à prendre. Et puis la consécration, effectivement, comme tu l'as rappelé, ça a été la rédaction de 2 ouvrages sur le sujet qui reprennent ces threads, mais qui peuvent permettre aussi d'aller plus loin. Où j'ai à cœur d'expliquer la situation géopolitique en amont, de rajouter un petit peu de contenu sportif, mais les bouquins sont quand même des bouquins beaucoup plus d'histoire et de géopolitique que de football, même si c'est toujours lié. Si on revient un petit peu aux origines du foot, avant le foot, il y avait quoi? Parce que sur Nota Bene, j'avais fait un épisode il y a très longtemps, peut-être 2015, sur les sports extrêmes dans l'histoire, et il me semble que j'avais parlé un petit peu d'un truc qui pourrait se rapprocher du foot. Effectivement, c'est dans l'époque médiévale notamment, ça peut s'assimiler à un sport extrême parce qu'après, quand on recherche historiquement les origines du football, déjà étymologiquement, donc l'ancien nom du football c'est la soule, et la soule ça provient donc. Les historiens disent parfois que ça provient d'un mot celtique qui aurait été ensuite modifié par les Romains, mais ça peut provenir aussi d'un mot latin, donc solea, qui désigne la sandale romaine. Donc il y a toujours ce côté du pied, quoi, finalement. Et finalement, les premiers écrits où on va retrouver des traces de football, ça va être plus lié finalement à l'interdiction de la pratique, qui à l'époque s'appelle folk football ou tout simplement football, notamment en Angleterre, puisque ces parties de football vont très vite troubler l'ordre public, et donc il va y avoir des arrêtés qui vont être
pris, notamment par les lord maires des différentes cités britanniques. Et donc, effectivement, on va voir ces extraits-là au niveau de la genèse du football, autour effectivement du tumulte provoqué. Et notamment, là, pour préparer l'émission, il y avait un écrivain français en 1698, donc un petit peu après la période du Moyen-Âge, qui expliquait que quand il était allé en Angleterre, que le football était un exercice utile et charmant, et que effectivement, c'est se jouer avec un ballon de cuir gros comme la tête et rempli de vent. Donc c'était vraiment un événement assez important. Et ce qui différencie aussi de la pratique d'aujourd'hui où ça se joue sur un terrain, c'est que les parties de football pouvaient être variées en fonction des différentes villes, des différentes régions. Et que ça pouvait jouer à la fois soit sur une prairie, soit entre deux villages sur un même territoire d'une paroisse. Et il fallait finalement, par tous les moyens, amener cette balle dans le camp opposé. Donc on retrouve en tout cas cette genèse-là, surtout en Angleterre, dans les écrits au niveau du Moyen-Âge. Et c'est finalement après où on va pouvoir parler de football moderne. Et alors du coup, donc 19e siècle, Angleterre... On a battu ceux qui ont inventé le foot. Ça, c'est quand même cool. Et donc, ça se jouait déjà au pied, où on pouvait utiliser toutes les parties du corps. Pour le football là, que je t'ai évoqué, effectivement, il fallait amener le ballon dans le camp adverse par n'importe quel moyen. Et quand ça va commencer à être normalisé ou standardisé, ça va notamment être l'œuvre des public schools, donc c'est ces écoles privées pour finalement former l'aristocratie britannique aux hautes fonctions. C'est une partie de folk football, ça va aussi entraîner des tumultes au niveau de ces public schools. Et donc, les dirigeants de ces public schools vont trouver l'idée finalement de normaliser, de standardiser la pratique, parce qu'à la fois il y a cet intérêt de mettre de l'ordre au niveau de leur établissement, mais aussi il y a cet enjeu militaire avec effectivement des compétences athlétiques qui sont mises en avant, notamment au niveau de l'armée prussienne. Et donc il trouve que c'est finalement un bon moyen d'à la fois apaiser les relations au niveau des public schools, mais aussi d'entraîner finalement les futurs dirigeants de demain à ces pratiques. Et donc il va y avoir une première normalisation qui vont être mises en place, et notamment ça va être l'œuvre du collège de rugby. Donc on va en parler juste après, où on va effectivement commencer à mettre en place des standards, des normes pour cette pratique. Et après c'est les différentes public schools qui vont les mettre en pratique. Et de fil en aiguille, ils vont finalement pouvoir se retrouver après pour établir des règles communes du jeu. Et ça va être le cas notamment en 1863 dans une taverne à Londres où finalement il y a 11 clubs qui vont se réunir de football de ces différentes public schools pour essayer de structurer et mettre en place des normes par rapport au football, où va y avoir notamment ce débat autour de la question: est-ce qu'on joue au pied ou est-ce qu'on joue à la main? On peut dire que le rugby et le foot ont la même origine commune, du coup. Oui, c'est ça, effectivement. C'est lié effectivement à cette pratique historique du folk football. Et après, effectivement, va y avoir ce débat effectivement autour des règles, et il va y avoir un schisme qui va se créer. Notamment, ça va être, on va plus mettre en avant finalement ce qu'on appelle le dribbling game quand on regarde les textes de l'époque. Donc plutôt un jeu au pied par rapport au handling qui est plus finalement ce jeu à la main. Et finalement, il va y avoir une Football Association qui va être créée, où là, on va effectivement jouer au pied. Et de l'autre côté, il va y avoir la Rugby Football Union qui va être créée en 1871. Et là, effectivement, ça va être plus la pratique à la main qui va être mise en avant. Il y a toujours aujourd'hui une pratique d'ailleurs du foot gaélique, Oui, c'est ça, effectivement. T'as football gaélique. Je crois que le football australien aussi, tu peux la jouer au pied aussi à la main. Et il y a aussi des formes effectivement de football où t'as ces deux pratiques qui sont réunies, et ça peut un peu c'était un petit peu comme ça que était le folk football à l'époque, où tu pouvais jouer finalement au pied et à la main. Même au rugby aussi aujourd'hui, tu peux jouer au pied, même si c'est plus un jeu de main effectivement. Mais effectivement, ouais, c'est cette genèse-là entre rugby et football. Il va falloir trouver là, et tout est lié par rapport à cette origine historique du football. Tu parlais des public schools. Est-ce qu'elles portent bien leur nom? Elles sont publiques ou elles sont privées? C'était plus privé, même si après il y a eu une volonté notamment des dirigeants de vouloir un peu plus les ouvrir à la bourgeoisie. Après on est dans la période effectivement de la révolution industrielle, donc les chefs, les nouveaux patrons des industries sont quand même issus de la bourgeoisie, donc c'est l'aristocratie aussi peu à peu remplacée par la bourgeoisie, donc ça s'ouvre en tout cas de plus en plus. Mais au niveau du football, ce qui va être intéressant il y a notamment la très bonne série de Netflix The English Game qui en parle,
parle, sur le fait que finalement, va y avoir ce côté football aristocratique ou public school avec ces notions de fair play, ces notions d'amateurisme. Et d'un autre côté, il va y avoir ce football ouvrier où va y avoir finalement, que ça va être un moyen finalement pour eux de s'exprimer et aussi de battre une classe sociale qu'ils peuvent pas battre sur d'autres terrains. Alors donc tu nous disais qu'il y a eu des clubs qui ont commencé à se monter. Comment ils se sont vraiment montés au départ justement ces clubs-là? Bon, en général, c'est des étudiants de ces public schools ou d'anciens étudiants qui après vont monter les premiers clubs. Le premier club, il a été fondé à Sheffield, donc le Sheffield Football Club en 1857. Et très vite, une fois qu'en tout cas les normes vont être comme il va y avoir des normes par rapport au football, bah les clubs vont pulluler, hein, puisque donc là on est 20 ans, 30 ans après, en 1882, tu as plus de 1000 clubs qui vont être affiliés à cette Football Association, donc qui est aujourd'hui du coup la fédération de football anglaise. Donc on voit que voilà, partout, il faudra avoir son club et ça peut être effectivement au départ, ça va être des cas d'œuvres d'anciens étudiants, mais après, ça va être par rapport aussi aux industries, parce qu'il y a ce côté aussi populaire qu'on pourra trouver dans l'histoire où effectivement, on voyait que ce folk football pouvait entraîner des troupes de l'ordre public. Il y avait toujours ce côté populaire du folk football et qui va être après repris par toutes les différentes tranches de la population. Et ce qui va permettre sa diffusion, en tout cas en Angleterre, on va le voir après de par le monde, ça va être le fait effectivement qu'il y ait les mêmes règles du jeu pour tout le monde, avec des règles assez simples et avec une pratique où finalement on peut jouer effectivement avec n'importe quel ballon, enfin du moment qu'il a une forme de ballon, quoi. Et alors, ces clubs, on imagine que, enfin, quand tu formes un club et puis que tu vois des copains qui forment un club à côté, tout de suite, tu as envie d'organiser des matchs, quoi. Donc, c'est très vite, il y a un début de compétition entre les clubs ou il faut un peu de temps pour que ça se structure? Il y a des matchs qui se font effectivement des matchs amicaux qui commencent à se mettre en place, mais après il faudra attendre effectivement un petit peu pour qu'il y ait une véritable compétition. En tout cas en Angleterre, la première compétition championnat, on va dire, c'est 1888 en Angleterre. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que finalement tu vas avoir aussi des compétitions internationales, notamment le premier match international dont on peut parler, c'est un Écosse-Angleterre le 30 novembre 1872 à Glasgow. Et finalement, ça se terminait par un match nul, mais ça va en tout cas entraîner finalement un intérêt, notamment national, pour affronter les différentes nations du royaume britannique. Et ça va être le cas notamment avec la création aussi d'un British Home Championship. Donc c'était la première compétition internationale, mais là qu'entre nations britanniques, où il y avait l'Écosse, l'Angleterre, le Pays de Galles et l'Irlande. Et les premières éditions, c'est pas l'Angleterre qui va les remporter, hein, ça va plutôt être l'Écosse. Donc on sait que les rapports entre Écosse et Angleterre sont toujours particuliers. Donc finalement, avoir cette victoire écossaise, ça pousse aussi ce sentiment de revanche écossaise vis-à-vis de l'Angleterre. Donc on a compris qu'au début, cette histoire du football, elle est plus anglo-saxonne. Et comment est-ce que ça va s'exporter aussi rapidement en Europe ou pas du tout? Genre en France, comment est-ce qu'on va approcher la discipline? En tout cas, en France, faudra attendre un petit peu, mais effectivement, il y a quand même pas mal de connexions, notamment vis-à-vis des ports, et c'est ça, c'est notamment ça, ces moyens de connexion fluviaux maritimes qui vont notamment permettre la diffusion du sport. Et le premier club de football qui va être fondé en France, ça va être le club du Havre en 1872. Donc effectivement, on voit que la connexion elle est toute faite, et les premiers clubs, en tout cas parisiens. Donc il y aura le club français, mais il y aura aussi le club des White Rovers. Donc il y a aussi cette genèse effectivement britannique. Et de par le reste de l'Europe, eh bien ça va être aussi finalement ces moyens de diffusion culturelle, avec effectivement aussi l'Empire britannique qui s'étend de plus en plus. Et donc effectivement avec ces dockers, ces matelots qui vont aussi pouvoir diffuser cette pratique. Et les premiers clubs, en général, on va les trouver soit dans les ports, soit c'est l'œuvre d'anciens étudiants qui vont pouvoir fonder les clubs. Et c'est pour ça notamment que ça va se diffuser aussi rapidement, notamment en Europe, mais aussi en Amérique du Sud, où il y a des liens forts entre notamment Angleterre et Argentine. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est comment est-ce que ces championnats se sont structurés au départ? C'est-à-dire que il fallait quand même du blé pour faire tourner ces clubs. Ouais, c'est ça. En général, c'était plus en tout cas pour le milieu ouvrier, il fallait après effectivement, en plus pour participer à des compétitions et pas seulement des matchs amicaux, c'était en tout cas plus l'œuvre d'industriels qui allait finalement pousser en tout cas le club, ou alors il y avait des clubs de football qui allaient s'associer à d'autres structures de clubs omnisports. Mais en tout cas, par exemple, tu vois, pour le cas du FC Barcelone,
c'est l'œuvre d'un négociant qui s'appelle Hans Max Gamper, qui était un négociant suisse qui avait fondé le FC Bâle. Et une fois qu'il est à Barcelone, il va aussi fonder un club. Et c'est effectivement, grâce effectivement à son influence et grâce à son argent, qu'il va pouvoir monter ce club du FC Barcelone, qui reprend d'ailleurs les couleurs du FC Bâle. Donc on voit que finalement, parfois, en s'intéressant à l'histoire aussi des logos des clubs, on peut comprendre aussi une part d'histoire pour comprendre comment est-ce que finalement ces clubs ont pu se créer par la suite. Et déjà à l'époque, t'avais ce système de coupe de championnat ou pas du tout? Ça dépend après de différents pays, comment vont se structurer les clubs. Il faut quelques clubs pour mettre en place un championnat. Mais après, plus la pratique va être va être standardisée au niveau des pays et plus il va y avoir de clubs, plus ça va être le cas, en tout cas pour les fusions de ces championnats. Après, il faut une entité. En général, il faut la création d'une fédération. Et donc, finalement, ces créations de fédérations, ça va intervenir à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Et effectivement, ce qui va entraîner aussi des velléités de la part des autres pays hors Royaume-Uni, hors Empire britannique, finalement, de vouloir créer aussi, de pouvoir s'affronter entre pays, puisque il y a un certain, comment dire, l'Angleterre veut garder un petit peu, les pays en tout cas britanniques veulent garder en tout cas le football pour eux et montrer aussi que c'est les plus forts finalement. Et donc, on va vouloir finalement vouloir concurrencer aussi l'Empire britannique sur ce terrain-là. Et donc, il va y avoir des premiers matchs internationaux qui vont être mis en place au début du XXe siècle, notamment avec un Autriche-Hongrie en 1902. Mais on voit que le niveau est très loin, en tout cas, du niveau britannique au début, puisque le premier match qui va avoir lieu entre la France et l'Angleterre en 1906, va y avoir un 16-0 qui va être encaissé par la France. Donc, on est loin du 2-1 en quart de finale qu'on a vécu ce week-end. Avant d'enchaîner justement sur cette histoire, ce début du football international, tout à l'heure tu nous disais que donc il y avait on va dire deux pratiques du football, la pratique on va dire aristocratique et la pratique ouvrière, et que il y avait un combat sur le terrain entre ces deux castes-là, et est-ce que finalement ces luttes sur le terrain ont pu se transformer grâce au football peut-être, ou dans un contexte footballistique, en une lutte, je sais pas, au niveau syndical ou quelque chose comme ça? Effectivement, en tout cas, pour le milieu ouvrier, ça a permis, en tout cas, d'avoir un premier élément aussi de structuration avec aussi le développement, effectivement, des syndicats. Après, effectivement, ça peut aussi montrer que la classe ouvrière peut aussi, ça reste des humains comme les autres et ils peuvent finalement aussi battre des équipes aristocratiques. C'était notamment le cas, c'est un peu le fil rouge de cette série The English Game avec la FA Cup, qui est la compétition phare où finalement, alors que tu avais des championnats qui étaient plus aristocratiques et plus ouvriers, là tous les clubs pouvaient s'affronter, et donc c'était montrer si finalement le petit poussé pouvait gagner face aux grands clubs aristocratiques. Et oui, ça va jouer. Après, il y a aussi des cas, notamment dans l'Empire britannique, où il va y avoir des clubs finalement qu'on va dire d'autochtones qui vont affronter aussi les clubs de l'Empire britannique. Et il y a un cas assez célèbre, notamment en Inde, où le football va aussi se développer avec le club de Mohun Bagan, donc qui est un club indien qui va, dans le cadre de la compétition là, qui est l'IFA Shield, et ils vont arriver en finale face à une équipe effectivement de soldats, et ils vont gagner. Et donc ça va participer aussi finalement au fait que ça va remettre en cause ce principe de colonisation. Et ça va jouer en tout cas au niveau du sentiment national indien, de montrer que finalement ils pouvaient peut-être s'émanciper face aux colons britanniques qui étaient réputés supérieurs, alors que là ils pouvaient le battre sur un terrain de football. Ouais, donc là c'est l'arroseur arrosé, mais le football du coup pour l'Empire britannique, ça pouvait être un outil quand même de soft power, un outil de propagande culturelle? Ouais, c'est ça. On peut déjà parler de soft power, même si je pense qu'aujourd'hui de soft power, comment dire, on va dire qu'il y a une stratégie pour un pays avec une stratégie de soft power, comme on pourra l'évoquer avec le Qatar. Alors que là, finalement, la diffusion s'est faite. C'était pas une décision finalement étatique. Ça se diffusait grâce aux canaux de diffusion de l'Empire britannique. Et après, ça a pris parce que les règles étaient plutôt simples à jouer, que tout le monde pouvait finalement y participer et que ça pouvait réunir différentes classes sociales. Mais ça a participé en tout cas au soft power britannique parce que c'était le sport anglais, mais on n'est pas dans une stratégie de soft power comme on peut le voir aujourd'hui,
où les États investissent par le biais du sport, par le biais culturel, pour avoir une image plus positive à l'international. Alors justement, l'international, parlons-en. Tu nous as dit que donc le premier France-Angleterre c'était 1906. Quand exactement on peut dater le début vraiment du football international? Début du football international, on peut dire que c'est le début du XXe siècle, notamment avec la création de la FIFA, donc la Fédération internationale de la Football Association. Et là, ça va être effectivement l'œuvre de pays qui sont sur le continent qui vont créer cela. Donc, je voulais retrouver le nom des pays, mais il y avait Suisse, Danemark, Pays. Bon, je les ai pas tous, hein, mais il y avait Suisse, Danemark, Pays-Bas. Il y avait aussi la Suède, il y avait aussi la Belgique et la France. Et donc finalement, avec cette création d'institutions, eh ben ça va permettre en tout cas le début, en tout cas de la structuration du football international. Et après, ce qui va jouer aussi, ça va être les tournois olympiques de football, puisque à l'époque, il n'y avait pas de compétition internationale comme la Coupe du Monde. On verra après par la suite comment est-ce que ça s'est finalement créé. Et par contre, les tournois olympiques de football qui sont véritablement internationaux, ça va être à partir des Jeux olympiques de 1908 à Londres. Comment est-ce qu'ils ont été instaurés ces jeux, par qui, etc. Bon, c'est une figure un peu connue. Peut-être que tu peux revenir un peu à cette genèse. Ouais, effectivement. Après, dans l'ouvrage que tu as montré que j'avais écrit, là, le tome 2 sur les histoires insolites de la Coupe du Monde, je fais mon premier chapitre effectivement pour expliquer que la Coupe du Monde, sa genèse, ça participe à cette à cette volonté avec le sport moderne de vouloir créer des compétitions pour remplacer la guerre par la paix, même s'il y a d'autres considérations, notamment des considérations, comme on avait parlé, considérations athlétiques pour affronter les autres nations sur le champ de bataille aussi. Et ça va être l'œuvre, en tout cas, du baron Pierre de Coubertin, qui va créer le CIO et qui va aussi réinstaurer les Jeux Olympiques modernes. Donc, première édition en 1896 à Athènes, où il y a quand même pas mal de pays participants et pas mal d'athlètes qui participent, même si les athlètes sont essentiellement des Grecs. Et donc, ça va participer en tout cas à cette volonté de vouloir réunir les peuples autrement finalement, que des affrontements des peuples autrement que par la guerre. Et donc, le sport va y participer avec les Jeux Olympiques. Mais les débuts des Jeux Olympiques, même si pour 1896, c'est plutôt une réussite, pour le reste, ça va être assez chaotique. Pour les suivants, 4 ans plus tard à Paris, ça va être adossé à l'exposition universelle. Donc, il y aura très peu, de mise en avant de la compétition. Et 1904, les Jeux sont très décriés puisqu'ils sont à Saint-Louis aux États-Unis et ils seront adossés à l'exposition anthropologique où là il y a carrément des populations indiennes qui sont mises en cage. Donc évidemment ça n'aide pas à cette diffusion de la compétition. C'est véritablement à partir de 1908 où les Jeux Olympiques vont avoir une stature un peu plus internationale, beaucoup axée autour du sport et qui vont avoir leur propre fenêtre de tir. Par contre, pour les tournois de football olympique, effectivement, 1900 et 1904, c'est des clubs finalement qui s'affrontent, notamment canadiens et britanniques. Et alors que le Canada est à l'époque encore sous domination britannique, donc ça reste très britannique. Mais c'est à partir de 1908 où il va y avoir ce premier tournoi-là qui va être mis en place. Et ça va être, on va le voir dans les prochaines éditions, la compétition qui va avoir le plus de succès et qui va générer aussi le plus de recettes. Et c'est ça qui va donner au football finalement le fait que ça va être finalement la locomotive des Jeux Olympiques et avec pas mal de pays qui y participent puisque finalement la première compétition en 1908 à Londres, ça va être l'équipe là cette fois de Grande-Bretagne qui va remporter le match face au Danemark. Et le Danemark et Grande-Bretagne, ça va être effectivement les deux grosses nations du football international au début parce que j'ai plus le chiffre en tête, mais je crois que le Danemark met aussi une grosse dérouillée à la France durant cette compétition. Mais en tout cas, voilà. Pour cette première genèse du football international, pour ces tournois olympiques, la Grande-Bretagne est associée à ces événements et on verra par la suite qu'après, il y aura aussi un schisme qui va se créer entre Grande-Bretagne et FIFA parce qu'il y a une volonté de vouloir mettre en avant toutes les équipes nationales, donc Écosse, Pays de Galles, Irlande et aussi Angleterre, alors que la FIFA, elle, pour elle, finalement, c'est une fédération, un pays qui participe, et ça va créer notamment ce schisme entre la FIFA et l'Empire britannique. Quelqu'un qui dit, mais du coup, est-ce que c'est pour ça que l'Uruguay a 4 étoiles? Parce qu'il considère que les Jeux Olympiques étaient des Coupes du Monde avant la première Coupe du Monde de 1930? Ouais, tout à fait, effectivement. L'Uruguay va gagner les tournois olympiques de 1924 et 1928, là où, effectivement, après la Première Guerre mondiale, il y aura beaucoup plus de pays qui vont participer aux Jeux Olympiques et aussi au tournoi de football, puisque ça va être finalement la compétition où il faut être. Et l'Uruguay, effectivement, va mettre 2 étoiles parce qu'ils ont gagné la première Coupe du Monde en 1930, une Coupe du Monde en 1950
Et ils mettent ces 2 étoiles parce que effectivement, c'était l'ancêtre de la Coupe du Monde, c'était effectivement ce tournoi olympique de football qui va acquérir vraiment cette dimension de tournoi international à partir après la Première Guerre mondiale. Alors, tu nous parlais de la FIFA. Donc, c'est quoi exactement la FIFA et comment ça s'est structuré? Parce que, en gros, tu nous parlais premiers Jeux Olympiques 1896. La FIFA, finalement, ça s'est construit très peu de temps après, quoi. Ouais, c'est ça. Après, effectivement, et bon, après, finalement, la FIFA, comme pour les autres fédérations, donc à la base, c'est une association, une organisation à but non lucratif, mais on va voir que ça va beaucoup changer après par la suite. Mais finalement, pour schématiser, en gros, il y a le Comité international olympique et en dessous, il y a les différentes fédérations internationales qui vont se développer, pas que en football, et qui vont en tout cas instaurer un cadre, des règles en tout cas pour le développement du football. Et donc, finalement, la FIFA, elle est en dessous le CIO. Et après, même du coup, après les Jeux Olympiques de 1912, notamment, la FIFA va décréter que le tournoi olympique, c'est sa compétition internationale. Parce que ils n'ont pas encore la structure et les moyens de pouvoir l'organiser. Mais on va voir que par la suite, avec le fait que ce tournoi olympique de football va effectivement grandir en légitimité, grandir en importance et grandir surtout en termes de recettes par rapport aux Jeux Olympiques, et la FIFA va vouloir s'émanciper, surtout qu'ils vont finalement réunir pratiquement autant de pays membres que de pays qui sont membres du CIO. Et alors, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas voulu que finalement le Royaume-Uni ait plusieurs équipes? Parce qu'ils considéraient que c'était un seul pays et pas... Après, là, finalement, j'ai expliqué pour la création de la FIFA, on a vu que c'était des pays continentaux qui avaient, au niveau de l'Europe, qui avaient créé cette organisation-là. Et donc, je pense aussi qu'il y avait cette volonté de, si c'était une équipe d'un côté au niveau des pays continentaux, ils voulaient pas que ce soit une équipe britannique qui soit présente parce que finalement. Ça aurait pu finalement être une équipe trop imposante et qui soit beaucoup trop forte. Et surtout, c'est surtout au niveau de l'Empire britannique où les différentes fédérations avaient un peu ce côté. C'est nous qui avons créé ce sport-là. On a 4 fédérations historiques. On a déjà fait notre compétition entre nous avec ce British Home Championship que j'avais évoqué en 1888. Donc, vu qu'on est finalement les pères fondateurs de ce sport-là, vous devez accepter nos 4 fédérations. Surtout que c'était des fédérations qui pesaient beaucoup parce que derrière, il y avait des clubs, il y avait beaucoup de clubs effectivement. Et puis, ce sentiment national autour du drapeau écossais, drapeau gallois, etc., il voulait être aussi revu sur le terrain de football. Donc, effectivement, c'est ces 2 côtés-là qui ont fait que dans un premier temps, effectivement, il y a la Grande-Bretagne, en tout cas, n'a pas voulu, les différentes équipes n'ont pas voulu rejoindre la FIFA parce qu'ils ne voulaient pas être sous une seule entité. Alors, juste en aparté, tout à l'heure, tu nous parlais du coup des championnats nationaux. En France, c'est quand les premiers championnats nationaux? En France, après pour pratiquement tous les pays que j'ai évoqués, c'est à la fin du 19e siècle, pardon. Et après voilà, c'est pas des championnats comme on peut voir aujourd'hui avec 18 ou 20 équipes, mais en tout cas c'est des premiers championnats qui se créent. Et puis ça peut être aussi des premiers championnats qui se créent en fonction des bassins de région parce que les moyens de communication sont pas encore développés, même si ça commence à se développer. C'est grâce à ça que le football va aussi pouvoir s'ancrer aussi un peu plus dans les territoires, notamment on parlait du domaine maritime, mais aussi avec les chemins de fer. Alors, on est au début du XXe siècle. À début du XXe siècle, il y a un événement mondial un peu important, qui est la Première Guerre mondiale. Est-ce que pendant ce temps-là, les gens, ils ont autre chose à faire que faire du foot? Et du coup, est-ce que ça va pas ralentir le développement justement du football? Si, de toute façon, après le sport, c'est un peu et le football, c'est un peu, vu que c'est la pratique, c'est le sport qui est pratiqué partout dans le monde, c'est un peu un miroir de la société, donc ça va finalement ralentir le développement de la pratique du football, mais ça va ralentir aussi beaucoup de choses, quoi. Par contre, je l'évoque dans le bouquin parce que je fais un chapitre sur le football féminin. Ce qu'on va voir, c'est que finalement les femmes vont remplacer les hommes dans les industries, mais ça va être aussi le cas au niveau de la pratique du football, parce que le football, ça reste quand même aussi un loisir et ça va être aussi un spectacle. Et ça va permettre en tout cas le développement du football féminin. Et après, en tout cas, la Première Guerre mondiale, le football féminin va avoir aussi de l'importance avec parfois des compétitions où il va y avoir 20 000 spectateurs. Et finalement, les sociétés patriarcales de l'époque vont vouloir après remettre les femmes à leur place. Ça va être le cas avec le football où la pratique va être de plus en plus interdite, notamment en Angleterre et en France.
parce que voilà, on dit que le football c'est un sport qui doit être joué par les hommes et pas par les femmes, mais ça va notamment considérablement ralentir ce développement de la pratique du football féminin qui avait effectivement trouvé une genèse déjà à la fin du XIXe siècle, mais qui avait trouvé un essor avec la Première Guerre mondiale. Quand tu dis interdite, c'est officiellement? Ouais, officiellement, ouais. Je peux te retrouver l'extrait que j'avais dans mon bouquin, mais ouais, c'était dès 1921. En tout cas, oui, c'était ça, c'était des pratiques interdites parce que voilà, c'était pas, enfin, en termes, enfin, les femmes n'avaient pas les capacités physiques de le faire ou, enfin, en gros, ils trouvaient n'importe quelle raison pour interdire la pratique, pour finalement remettre la femme au foyer, et ça devait pas être un vecteur d'émancipation par rapport à ça, quoi. Effectivement. J'étais sur la Première Guerre mondiale, on l'a dit, bon voilà, toutes les activités ralentissent, mais il y a un épisode qui a été particulièrement médiatisé durant cette Première Guerre mondiale, c'est un match de foot entre les deux camps à Noël, pendant cette Première Guerre mondiale. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors oui, un petit peu. Après, c'est vrai que on a cette image du film Joyeux Noël où il joue effectivement à cette partie de football entre les deux camps, et donc ça permet effectivement d'apaiser la situation. Après, il y avait eu d'autres matchs. Euh, Après, effectivement, comment est-ce que s'organise ce match de manière, comment dire, spontanée ou non, c'est un peu plus compliqué de le savoir. Mais oui, en tout cas, il pouvait y avoir effectivement des parties de football effectivement au niveau des tranchées, parce qu'effectivement, comme je l'expliquais, c'était le loisir, c'était aussi un divertissement, donc ça permettait effectivement de s'échapper un peu du contexte horrible de cette guerre. Mais je pense que voilà, dans le film Joyeux Noël, ce match a été quand même pas mal imagé. Parce que c'était pas aussi simple que ça d'organiser un match entre les deux camps. Mais c'est vrai qu'on a souvent ce reflet que voilà, le sport ou le football, ça peut peut-être permettre d'apaiser les relations internationales ou d'être un vecteur de paix. Mais il faut pas donner au football le poids qu'il n'a pas. Ça peut effectivement permettre cette trêve de Noël avec ce match de football, mais je pense que c'était plus le fait que finalement, il y avait une entente commune de par les deux camps, où c'était durant cette trêve qu'on pouvait faire la paix, et que finalement les hommes qui participaient à cette guerre, qui étaient éreintés, voulaient aussi avoir un petit levier finalement pour s'échapper du contexte de la guerre. Donc il y a eu quelques matchs, mais comment est-ce qu'on le voit dans le film Joyeux Noël? Je pense que c'est très imagé, quoi. Très romancé. Ouais, très romancé, ouais, on va dire ça. C'est un film. Ce serait beau, hein, mais malheureusement, Ça marche pas comme ça. Après cette Première Guerre mondiale, on explose un véritable boom du football. Pourquoi? Parce qu'après, il y a quand même cette volonté finalement de construire la paix, que la Première Guerre mondiale ne se remette pas en place, quoi, enfin qu'il n'y ait pas une nouvelle guerre mondiale, pardon. Et finalement, il va y avoir, pourtant, ça va pas être le cas, puisque finalement, 1919, t'as pas des Jeux Olympiques, mais t'as des Jeux interalliés, donc des Jeux finalement entre les gagnants de la guerre. Et 1920, tu vas avoir les Jeux Olympiques d'Anvers, où tu vas avoir beaucoup plus de pays participants, puisque là, t'es à 29 pays. Mais déjà, comment dire, l'Allemagne et aussi l'Autriche et l'Hongrie sont exclus, en tout cas, de ces Jeux Olympiques, parce que voilà, c'est les perdants, donc ils peuvent pas participer. Et on les fait finalement aux Jeux Olympiques, on les fait à Anvers, en Belgique, parce qu'il y avait une volonté du CIO de le faire dans un pays qui devait se reconstruire, et donc ça pouvait permettre effectivement au pays de se reconstruire, de réaffirmer le sentiment national belge. Mais aussi la Belgique avait été très impactée par la guerre, et donc ils voulaient aussi pas voir en tout cas l'Allemagne être présente à ces Jeux-là. Mais ça va permettre en tout cas au développement du sport international, avec effectivement finalement le football, même le sport durant l'entre-deux-guerres, ça va être un élément en tout cas pour les nations et pour les États, voilà, de montrer effectivement qu'ils peuvent exprimer leur communauté imaginée autrement que par la guerre. Et ça va participer en tout cas à cet essor, et le football va l'être aussi, parce que finalement ça va de plus en plus se diffuser, et l'intérêt, voilà, ça va être d'être la meilleure équipe qui va vouloir gagner la compétition. Aujourd'hui, en France, on a beaucoup de villes et de villages, mais pratiquement dans toutes les villes et les villages, il y a un club de foot. C'était le cas à cette époque, après la guerre? Alors ça, après, pour être dans le détail du football français, ça, je pourrais pas te dire, mais en tout cas, oui, ça a été continu, et le développement de club a été de plus en plus important. Après, effectivement, comme je dis, ça dépend des moyens de connexion. Ce sera plus dans les grands bassins urbains que ça s'est développé, et après, effectivement, ça va prendre dans les autres clubs. Mais là aussi, le fait que le football va
être beaucoup plus, structuré. On va parler aussi du cas de la professionnalisation. Ça va permettre au football d'avoir une assise beaucoup plus importante au niveau du territoire et d'avoir effectivement ce maillage qui est présent en France, effectivement, où dans chaque village, tu peux avoir des clubs, mais en Angleterre, c'est encore plus présent puisque tu as beaucoup de cas de villes ou même de villages parfois qui ont plusieurs clubs, alors que finalement, tu compares à d'autres villages ou villes françaises, tu n'as qu'un seul club, quoi. Alors, on parlait donc des JO comme compétition internationale. Aujourd'hui, c'est vrai que quand on pense compétition internationale de foot, on pense pas tout de suite aux JO, quoi. On est plus sur la Coupe du Monde. Donc, qu'est-ce qui mène vraiment à cette scission en 1930, puisque c'est la date de la première Coupe du Monde? Eh bien, on en parlait effectivement avec les tournois olympiques là, de football de 1924 et 1928 qui vont avoir là, effectivement encore plus de succès que celui de 1920. Et finalement, la question qui va se poser notamment de la FIFA vis-à-vis du CIO, c'est que la FIFA va dire que la pratique du football se professionnalise de plus en plus. C'est plus des joueurs amateurs qui jouent au football, ça va être des joueurs qui sont payés pour le faire. Ça peut être des paiements un peu déguisés parce qu'ils peuvent être salariés d'une industrie, mais finalement ils sont payés finalement que pour jouer dans le club. Ou finalement après, s'ils font que ça tout le temps et qu'après ils jouent pour l'équipe nationale, c'est aussi des joueurs professionnels. Et notamment le cas du tournoi olympique de 1928 remporté par l'Uruguay face à son rival l'Argentine. Eh bien le podium c'est Uruguay, Argentine, Italie et tous les joueurs sont professionnels. Donc effectivement cette question est posée par la FIFA de dire que il faudrait accepter les joueurs professionnels, mais le CIO finalement reste dans sa position un peu romantique au niveau de Pierre de Coubertin, le père fondateur des JO, que ça doit être finalement du sport. Le sport, ça doit être, les Jeux Olympiques doivent être concourus par des sportifs amateurs. Donc ce côté noble du sport qu'on pouvait retrouver aussi dans les débats au début du développement du football en Angleterre, avec ce côté l'aristocratie qui voulait finalement que ce soit que des amateurs qui jouent au football et les ouvriers qui du coup le faisaient de manière plus professionnelle parce qu'ils étaient salariés au niveau de leur industrie et qui avaient une volonté finalement de battre les autres clubs. Mais le problème, c'est que au niveau de l'aristocratie, il y a beaucoup plus de temps libre que les ouvriers qui devaient travailler plus de 10 heures par jour pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Et là, ce débat va se poser aussi entre le CIO et la FIFA autour de la professionnalisation. Et donc, il y a un schisme qui va se créer en 1928 où il va y avoir une réunion en amont des Jeux Olympiques d'Amsterdam où les membres de la FIFA, les différentes fédérations vont se réunir et vont décréter qu'ils vont organiser une Coupe du Monde pour finalement s'émanciper du CIO. Mais à la base, c'était créer une compétition, une Coupe du Monde avec des équipes professionnelles. Et ça, pour le CIO, c'était une ligne rouge. Et donc, ils vont finalement dire que le football, ça va plus être un sport olympique. Et donc, en 1932, tu n'auras plus de football aux Jeux Olympiques. Et tu vas avoir la création de cette première Coupe du Monde en 1930. Mais après, on va l'évoquer pour d'autres cas. Le problème, c'est que tu vas créer une compétition totalement nouvelle. Qu'il faut qu'ils s'inscrivent aussi dans un calendrier. Il faut convaincre les partenaires. Et donc, la FIFA va devoir s'appuyer sur un pays, enfin un État même, qui va vouloir vraiment la compétition. Et à ce petit jeu-là, c'est l'Uruguay qui va en vouloir le plus, puisque finalement, l'Uruguay, c'est un pays relativement jeune, qui a été soumis, qui est indépendant depuis 1830, qui est soumis aux influences de l'Argentine et du Brésil, de ses voisins, qui commence à s'émanciper au début du XXe siècle. Et le fait que ce soit ce petit pays d'1,5 million d'habitants qui veut cette compétition, ils vont finalement mettre des moyens derrière pour construire des stades, pour défrayer les frais des équipes participantes et faire en sorte que cette Coupe du Monde, ça puisse mettre finalement le braqueur sur l'Uruguay durant le temps de la compétition. Et c'est pour ça que l'Uruguay va obtenir cette compétition, parce que derrière, ils vont mettre des moyens diplomatiques et des moyens économiques pour convaincre les autres membres de la FIFA que c'est le meilleur choix pour organiser cette première Coupe du Monde. Et il y a déjà des partenaires privés en plus du pays? Là, pour le cas de l'Uruguay, non, c'était essentiellement, il y a pu avoir quelques partenaires privés, mais c'était essentiellement l'État qui avait vraiment cette volonté de vouloir l'organiser. Et durant les débats autour de qui allait pouvoir organiser, il n'y a pas eu de vote, il y a plus un consensus. Il y a même la Fédération de l'Argentine du football qui va soutenir l'Uruguay en disant qu'effectivement, l'Uruguay a la légitimité en plus footballistique de pouvoir l'organiser parce que, comme on l'évoquait, ils ont gagné le tournoi olympique de 1924 et 1928. Et donc, ça peut être, c'était aussi une manière de mettre en avant toute l'Amérique du Sud avec un tournoi. Et pour la FIFA, c'était aussi important parce que finalement, les Jeux Olympiques, pour le moment, ils étaient organisés soit en Europe, soit en Amérique du Nord.
Et donc, c'était une manière aussi de montrer que la FIFA avait ce côté qui pouvait être véritablement international et l'organiser dans une autre partie du monde. Il y a eu beaucoup de participants? Il y a eu 13 participants, bon après essentiellement américains, notamment les États-Unis qui vont en plus terminer troisième de la compétition, et très peu d'équipes européennes, parce qu'effectivement il y a pour aller en Uruguay, les équipes qui ont pu y aller, il fallait plus de 1 mois de voyage pour y aller. Et puis, il y a eu notamment Enrique Buero, qui est le grand diplomate derrière ce jeu diplomatique pour convaincre les différents partenaires que l'Uruguay puisse organiser cette Coupe du Monde. Il va faire un tour d'Europe pour convaincre les différentes fédérations, mais il y en a très peu qui vont répondre à l'appel. T'en as que 4. Tu vas avoir la Belgique, la France, la Yougoslavie et la Roumanie. Et donc, elles vont se rendre effectivement en Uruguay, et elles vont être effectivement... il y aura une grande ferveur qui va être présente, mais ce sera pas forcément relayé au niveau de la presse européenne, notamment le premier match des Bleus contre le Mexique, avec Lucien Laurent qui va être le premier buteur de la Coupe du Monde, donc Cocorico, quoi. Et finalement, il y aura qu'une ligne dans l'ancêtre du journal de l'équipe Loto pour dire que la France a battu le Mexique, alors que aujourd'hui, même après, quand la France bat une compétition, ça fait une pleine page. Donc on voit qu'effectivement, il y avait une grande ferveur en Amérique du Sud. C'était moins le cas au niveau de l'Europe, parce que il y avait pas forcément les moyens de pouvoir l'organiser, et que c'était l'Amérique du Sud qui l'avait eu, alors que la terre de naissance du football, c'est l'Angleterre, mais après on l'a vu aussi avec la création de la FIFA par les pays européens, c'est aussi l'Europe. Et alors en termes d'organisation, ça fonctionnait pareil ou pas? Parce qu'aujourd'hui il y a les matchs de poules, le fameux tableau, tout ça. Comment ça se déroulait à l'époque? Là finalement, après tu avais des matchs à élimination directe à partir de 1934. Par contre, pour 1930, vu que tu avais 13 pays participants, tu avais déjà cette logique de groupe. Mais après, du fait de l'augmentation des participants, 1934-1938, on va revenir à un système d'élimination directe, donc huitième de finale, quart de finale. Mais pour 1930, tu vas avoir cette logique de groupe, parce que le format de la compétition, le fait qu'il y ait que 13 participants, ça le permettait. Mais après, ils vont essayer de tâtonner pour trouver ce système de phase de groupe. Mais on va le retrouver qu'à partir de 1950, il va y avoir cette phase d'élimination directe de 1934 à 1938. Pour les gens qui y connaissent rien en foot, qui vont nous écouter en direct ou en rediff, c'est quoi du coup ce jeu en groupe? Ça consiste en quoi? Phase de groupe, finalement, tu vas avoir là pour le 1930, ça doit être des groupes des groupes de 3 ou des groupes de 4, enfin ça dépend. Et effectivement, c'est le premier du groupe, et parfois aussi le deuxième, qui peuvent se qualifier pour la phase suivante. Et donc après, tu as des phases à élimination directe où là, tu as finalement un seul match où le gagnant, donc après, va au tour suivant. Et par contre, pour les premières compétitions de la Coupe du Monde, parfois quand tu avais match nul, tu n'avais pas les prolongations et les tirs au but. Tu rejouais le match après. Et donc, après, il y avait un système effectivement de prolongation. Mais s'il y avait un match nul durant ces phases d'élimination directe, tu rejouais le match après par la suite. Tu nous as parlé de 1934. C'est une Coupe du Monde qui se passe en Italie sous Mussolini. Oui, c'est ça, effectivement, 1934, donc en Italie. Là, on va revoir effectivement aussi, le même finalement débat autour de qui peut organiser cette compétition. Il y a pas mal de pays européens qui se placent, notamment l'Hongrie, la Suède et l'Italie. Mais à ce petit jeu, c'est l'Italie qui va gagner, parce que le régime fasciste voit dans cet appareil sportif un bon moyen de mettre en avant son régime et de fédérer le peuple autour du fascisme. Et donc, ils vont mettre des moyens plus importants. Donc, finalement, la Hongrie et la Suède vont retirer leur candidature, et l'Italie va l'organiser. Mais ce qui est intéressant avec cette Coupe du Monde, c'est que c'est pas Mussolini, qui est le dictateur fasciste leader de l'Italie à l'époque, qui va être à l'impulsion de cette Coupe du Monde. Ça va être finalement le régime fasciste en lui-même qui va convaincre Mussolini au fur et à mesure que ça va être une bonne idée. Et Mussolini va être convaincu que très tard, finalement, de l'intérêt de cette Coupe du Monde pour mettre en avant aussi sa personne, avec ce culte de la personnalité, puisque c'est lors d'un match Italie-Grèce qu'il va être finalement convaincu de que le stade, cette ferveur-là, ça pourra être un bon levier pour se mettre en avant et pour fédérer finalement le peuple italien autour du fascisme, mais aussi avec cette connotation qui rappelle aussi la grandeur de l'Italie sous aussi l'Empire romain, avec cette notion du stade.
Et ce qui va être aussi intéressant, c'est que derrière, Mussolini, une fois qu'il est convaincu, va mettre beaucoup de moyens en avant pour accréditer le plus de journalistes possible, des moyens aussi de radiodiffusion pour que finalement cette compétition soit beaucoup plus vue et entendue que la Coupe du Monde 1930 en Uruguay ou en Europe, qui avait eu très peu d'écho. On va retrouver les mêmes choses d'ailleurs sur le dispositif des Jeux Olympiques, puisqu'en 1936 on a les JO de Berlin et là on a tout un appareil aussi médiatique qui est déployé par le régime d'Hitler. D'ailleurs, ouais, la Coupe du Monde 1934, ça va inspirer Hitler pour instrumentaliser en tout cas les Jeux Olympiques de Berlin en 1936. Mais là où en 1934, la victoire de l'Italie, bon, avec quelques soupçons de corruption d'arbitres, avec Mussolini qui va parfois au niveau des vestiaires des arbitres. Pour 1936, ça va être contrebalancé parce que Hitler, il voulait mettre en avant finalement l'homme arien qui pouvait finalement battre les autres, et ça va être Jesse Owens qui va finalement rayonner lors de ces Jeux Olympiques de Berlin. Donc ça va finalement pas autant lui servir. Et puis on voit finalement que le sport, ça reste quand même que du sport. Il peut y avoir un aléa sportif qui peut desservir en tout cas ces instrumentalisations de compétition sportive. Jesse Owens, athlète noir. C'est ça, tout à fait. Ouais. Où c'est qu'on peut trouver ces traces d'anecdotes sur Mussolini qui va dans les vestiaires des arbitres? Dans mon bouquin, notamment. Mais après, pour les autres bouquins, notamment, je pourrais en parler après, mais t'as des bouquins comme Histoire du football de Paul Dietschi, qui est un peu la Bible, là, que tu vois, effectivement, c'est assez gros, qui peut en parler en tout cas de ces histoires-là. Mais effectivement, moi aussi dans mon bouquin, j'ai fait quelques recherches pour savoir si effectivement l'Italie avait gagné véritablement sur le terrain grâce à ses performances, ou si elle avait été un peu aidée, quoi. Ouais, moi j'imagine que quand t'as des types comme ça qui viennent te rendre visite dans les vestiaires, tu dis ouais, pas de problème. D'ailleurs, dans le bouquin, je mets une anecdote, c'est qu'il joue une demi-finale contre l'Autriche, et on lui pose la question au sélectionneur autrichien, qui c'est qui redoute le plus au niveau de l'équipe d'Italie. Il dit moi, celui que je redoute le plus, c'est l'arbitre. Donc on a quelqu'un qui nous dit, mais c'est pas durant cette Coupe du Monde où il y a des matchs qui finissent à la 80e minute? Ça, je sais pas. Par contre, peut-être que c'est le cas je sais qu'après il y a un quart de finale aussi durant cette Coupe du Monde où il y a un match Italie-Espagne, et que le premier match, c'est une véritable boucherie où il y a beaucoup de joueurs espagnols blessés et l'arbitre ne sanctionne pas les joueurs italiens, et qu'après l'Italie va gagner le match, le rematch, parce qu'à l'époque il n'y a pas de prolongation au niveau du premier match, et ils vont gagner parce que l'équipe espagnole est décimée. Donc, mais je ne sais pas si le match avait été arrêté à la 80e minute. Forcément, après la Première Guerre mondiale, on en arrive à la Seconde Guerre mondiale. Là encore, est-ce que ce conflit international a un impact très fort sur la compétition, ou est-ce que la compétition continue? Non, la compétition s'arrête effectivement. La Coupe du Monde 1942 n'a pas lieu. Déjà, la Coupe du Monde 1938 en France a une saveur particulière, puisque le premier match, ça va être un match Allemagne contre la Suisse, donc l'Allemagne nazie, et surtout l'Allemagne avec des joueurs autrichiens, puisqu'il y a eu l'Anschluss qui a eu lieu, donc l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne, et avec pas mal de joueurs aussi autrichiens qui refusent de jouer sous le drapeau de l'Allemagne nazie. Notamment à l'époque, tu as un grand joueur qui s'appelle Matthias Sindelar, et qui va s'opposer à l'Allemagne nazie et qui va pas vouloir être sélectionné dans cette équipe. Bon, après, il va le payer malheureusement de sa vie, mais ça va être aussi ce contexte un petit peu particulier avec l'équipe aussi, même si l'équipe de l'Allemagne nazie va être éliminée par la Suisse, effectivement, dans ses huitièmes de finale, tu vas avoir l'équipe d'Italie qui va remporter la compétition, et à chaque début de match, ils font le salut fasciste. Donc, tu as un contexte quand même assez lourd à un an de la Seconde Guerre mondiale. Mais après, pour le football international, il va véritablement revivre qu'à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais il faudra un certain temps, puisque finalement ce sera qu'en 1950 où tu vas avoir une nouvelle Coupe du Monde. On a The Witcher qui nous dit, mais pourquoi la FIFA a mis en avant ces régimes totalitaires? Pour le cas de l'Uruguay, on va dire que c'est le bon exemple, puisque là c'était une social-démocratie qui en plus avait une politique autour, des politiques publiques autour du sport, dans une logique un petit peu hygiénique, pour que sa population finalement soit bien dans son corps, et que le sport, ça peut être un vecteur en tout cas de santé au niveau de sa population.
Et l'Uruguay, c'était un petit pays aussi qui pouvait mettre finalement aussi en lumière toute sa population grâce à cette compétition. Donc là, l'Uruguay, c'est l'exemple qu'on voudrait voir tout le temps pour des compétitions sportives. Et après, pour 1934, c'est le côté plus sombre. Mais surtout, la FIFA, ce qu'ils cherchaient à mettre en place, c'était surtout, ancrer leur compétition dans le calendrier et surtout concurrencer les Jeux Olympiques pour pas finalement que leur initiative disparaisse. Et donc, il y avait cet enjeu-là. Et c'est pour ça finalement que 1934, même, on appelle ça plutôt la Coupe du Monde de Mussolini parce que Jules Rimet, qui est le président de la FIFA, français Jules Rimet, qui est le père de cette Coupe du Monde, il va se mettre en retrait et même après, il va dire que c'est plus la Coupe du Monde de Mussolini que de la FIFA et on le verra pas du tout. Et même le trophée, qui est normalement censé être le trophée Jules Rimet, ça va être remplacé durant cette Coupe du Monde par le trophée la Copa del Duce, qui va être un trophée imposant qui peut être soulevé seulement par 6 joueurs, quoi. Donc il y a aussi cette notion-là et on va le voir après par la suite. Finalement, la FIFA, il y a cette volonté pas forcément de mettre en avant des régimes autoritaires, mais c'est plus finalement de répondre aux plus offrants et aussi et on va le voir après que à la base c'était une association, maintenant c'est plus une multinationale et il y a cette volonté aussi d'aller de conquérir des nouvelles parts de marché et d'aller là où la Coupe du Monde n'est pas encore allée pour finalement avoir le plus de spectateurs et de retombées financières derrière. Que tu peux nous parler un petit peu de 1954 et de la Coupe du Monde? Ouais, effectivement. Donc, je t'avais parlé effectivement de la reprise de la Coupe du Monde 1950. Donc là, cette fois, c'était au Brésil. 1954, on revient en Europe, on vient en Suisse et cette Coupe du Monde va être assez intéressante puisque finalement, va y avoir l'équipe de RFA d'Allemagne de l'Ouest qui va pouvoir participer. Et donc, c'est la première fois qu'ils peuvent revenir, en tout cas sur le terrain du football. Mais c'est une équipe qui est composée à l'époque pas mal de joueurs amateurs. Et par contre, c'est une chance aussi pour l'Allemagne de l'Ouest de pouvoir participer, puisque c'est l'un des rares moments où ils peuvent réaffirmer leur sentiment national, alors que quand ça avait été le cas après la Seconde Guerre mondiale, il y avait toujours finalement les fantômes du nazisme qui pouvaient ressurgir. Et pour cette Coupe du Monde 1954, l'Allemagne de l'Ouest, en tout cas, n'est pas du tout favorite. Dans leur phase de groupe dont on parlait tout à l'heure, effectivement, ils vont avoir un mal fou à se qualifier. Ils vont notamment tomber dans le groupe de la Hongrie. Et la Hongrie, c'est vraiment vraiment le Brésil de l'époque, hein, puisque ils ont battu les Anglais chez eux un an auparavant à Wembley sur un large score. Et durant cette phase de groupe, ils vont battre l'Allemagne de l'Ouest 8-3. Donc ça montre effectivement la différence de niveau. Mais ce qui va être intéressant, c'est que cette équipe d'Allemagne de l'Ouest va retrouver la Hongrie en finale. Donc ça, c'est déjà une surprise en soi parce que l'équipe d'Allemagne de l'Ouest était pas favorite. Et finalement, c'est cette équipe d'Allemagne de l'Ouest qui va l'emporter contre la Hongrie. Et ça va être vu en tout cas comme ça va être appelé le miracle de Berne parce que la finale a lieu à Berne et c'est un véritable miracle parce que effectivement ça va permettre c'est un outsider qui gagne la compétition mais ça va permettre aussi à tous les Allemands, même au niveau de l'Allemagne de l'Est où il y aura quelques manifestations, d'être finalement fiers d'avoir ce sentiment national allemand. Et quand ils vont revenir, quand ils vont revenir en Allemagne de l'Ouest, notamment à Munich, il va y avoir une foule immense qui va les accueillir. Après, ce miracle de Berne, il est un petit peu à contrebalancer parce que après les articles qui expliquent ce miracle de Berne, on se rend compte que il y avait quand même des gros soupçons de dopage et notamment que pas mal de joueurs de cette équipe d'Allemagne de l'Ouest qui ont remporté cette Coupe du Monde, ils vont mourir assez tôt du fait des conséquences aussi du dopage. Donc ça contrebalance aussi parfois le football peut y avoir ce côté miracle, mais il y a aussi des phases plus sombres de l'histoire, quoi. Ce qui n'empêche pas que l'Allemagne, du coup, le football a eu une place assez importante dans l'Allemagne post-45. Ouais, c'est ça, tout à fait. Effectivement, en fait, avec l'histoire des Coupes du Monde, on peut pratiquement retracer l'histoire de l'Allemagne moderne, finalement, on parlait de 54 avec effectivement l'Allemagne qui arrive à se relever. Et après, on va le voir par la suite, le pays en lui-même, la RFA va aussi permettre de se relever. En 74, tu as aussi un match qui va avoir lieu au niveau de la Coupe du Monde 74 est en Allemagne de l'Ouest. Tu vas avoir un match dans la phase de groupe. Le hasard du tirage au sort place l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est dans le même groupe. C'est la première fois que l'Allemagne de l'Est participe à une Coupe du Monde. Et donc, ce match où l'Allemagne de l'Ouest est favorite, finalement, c'est l'Allemagne de l'Est qui va remporter le match. Donc, effectivement, en amont de ce match, il y a pas mal, au niveau de la presse, un contexte autour. Est-ce que ce match, c'est être un match finalement politique, mais on est à une époque où les relations entre RFA et RDA sont plus finalement à l'apaisement, puisque finalement, il y a l'host politique qui est mis en place par le chancelier de la RFA, Willy Brandt. La RFA et la RDA se reconnaissent mutuellement, ce qui leur permet d'adhérer à l'ONU.
Donc on voit qu'on est plus dans une phase finalement d'apaisement, et les commentaires des joueurs à l'époque, c'est plus de dire finalement on avait plus l'impression de jouer contre nos frères que contre des ennemis en tant que tels. Donc il y avait le contexte politique qui était très loin, mais en tout cas ça rappelle cette opposition finalement de style, qu'il y avait cette partition en tout cas de l'Allemagne. Et le grand événement, par contre, qui va aussi célébrer l'Allemagne, ça va être la Coupe du Monde 1990, où là, tu vas voir l'Allemagne de l'Ouest qui va remporter la compétition, mais on est à 1 an après la chute du mur de Berlin, et ça va être vécu par toute l'Allemagne comme un sentiment, comme une réconciliation nationale grâce au football. Et en tout cas, ça aura beaucoup plus d'impact que des signatures entre différents dirigeants politiques, puisque là, tu avais une véritable ferveur autour du sport, et puis ça célèbre l'Allemagne. Même si c'est l'équipe d'Allemagne de l'Ouest qui gagne, c'est plus l'Allemagne tout entière qui a le sentiment, en tout cas, de remporter cette compétition. Ouais, mais c'est là qu'on voit effectivement que le foot, c'est politique. C'est-à-dire que ce match entre la RFA et la RDA, qui est un match qui symboliquement est plein d'enjeux, il peut pas y avoir il y a des soupçons les gens tout de suite se disent c'est pas possible, si un tel a gagné, c'est qu'il y a eu corruption, et ça c'est souvent un truc qui revient en fait, j'ai l'impression, quand il y a un match à enjeu et que le camp perd, ses supporters sont en mode oui, il y a dû avoir corruption quelque part, c'est pas possible, c'est la politique qui dépasse tout ça et qui a interféré dans le foot, quoi. Ouais, pour le cas de 1974, il y avait des soupçons effectivement de est-ce que le match a été acheté ou pas, parce qu'après, donc là tu es dans un autre au niveau de la Coupe de 1974, tu as une première phase de groupe, et les 2 premiers sont qualifiés pour une autre phase de groupe. Et donc, finalement, en perdant contre l'Allemagne de l'Est se retrouvait dans un groupe plus facile que l'équipe de l'Allemagne de l'Est pour le second tour. Donc, c'est pour ça qu'il y avait ce soupçon de match acheté, alors que finalement, les joueurs disent non, c'est juste qu'on les a trop pris de haut, finalement, le petit poussé, et qu'on a perdu derrière. Et même cette défaite, ça va permettre aux sélectionneurs de faire des changements tactiques qui vont permettre à l'équipe d'Allemagne de l'Ouest de remporter après la compétition. Donc non, là-dessus, il n'y avait pas forcément de cas de corruption. Par contre, pour d'autres matchs, notamment pour la Coupe du Monde d'après, qui va être très décriée, celle en Argentine, parce qu'à l'époque, l'Argentine est sous dictature militaire en 1978. Tu vas voir un match où là, il y a encore ces 2 systèmes de phase de groupe, et où en deuxième phase de groupe, le premier finalement joue la finale, et donc là l'Argentine a une possibilité d'être premier, mais il faut qu'ils battent le Pérou par un score de plus de 4-0, et ce qui va être avéré après par la suite, c'est que l'Argentine va gagner 6-0, mais que finalement ce match va véritablement être acheté, parce qu'il va y avoir un deal entre le gouvernement péruvien et la dictature militaire argentine, où le Pérou va envoyer des opposants politiques en Argentine, et c'est la dictature militaire en Argentine qui va liquider ses opposants, et en échange, le Pérou doit perdre le match de manière 6-0, quoi, pour que l'Argentine puisse jouer sa finale et après remporter la compétition, parce que voilà, il y a quand même cette volonté que quand tu organises la compétition, surtout par un régime autoritaire, tu as quand même envie que ton équipe gagne à la fin, quoi. Tu voulais peut-être nous parler de la Coupe du Monde 66, qui d'un point de vue géopolitique est un peu intéressante, on va dire un peu, parce qu'il y a une nouvelle équipe qui rentre dans le jeu. On a pas mal parlé de cas de corruption, de dictature, etc. Mais là, la Coupe du Monde 66, dans le bouquin, j'essaye quand même aussi de mettre des histoires plus positives, et le cas de 66, c'est aussi le cas. Donc Coupe du Monde 66, c'est la Coupe du Monde en Angleterre, donc sur la terre du football. Mais il y a une équipe qui va se révéler, ça va être l'équipe de la Corée du Nord. Donc première participation de la Corée du Nord à une compétition, et surtout la Corée du Nord, ça va être la seule représentante pour la zone Afrique, Asie et Océanie. Donc effectivement, ça fait, elle a beaucoup de poids sur ses épaules. D'ailleurs, durant les phases éliminatoires pour cette Coupe du Monde, les pays africains vont boycotter cette Coupe du Monde, parce qu'ils ont dit on a qu'une place, et encore c'est une place pour la zone Afrique, Asie et Océanie, donc on n'est pas du tout représenté, donc ils vont boycotter. Donc ce qui fait que finalement pour ces éliminatoires, tu vas avoir 3 pays qui restent. Tu vas avoir la Corée du Sud, la Corée du Nord et l'Australie. La Corée du Sud va dire on ne veut pas jouer contre la Corée du Nord, donc il va rester Corée du Nord et Australie, et la Corée du Nord va réussir à se qualifier pour cette compétition. Et la Corée du Nord, en tout cas au niveau de l'Europe, c'est un pays qu'on connaît peu, parce qu'il y a toujours la guerre de Corée qui reste très présente dans les esprits, donc de 1950 à 1953. Et la Corée du Nord, ça reste un pays très refermé sur lui-même, mais pas forcément pour les raisons qu'on connaît aujourd'hui. C'est plus que finalement, c'est un pays qui cherche à développer son propre modèle, parce que même après son indépendance en 1953, il va être soumis aux influences de l'Empire soviétique et de la Chine, et lui, il veut finalement rester indépendant. Et finalement, même au début des années 60, la Corée du Nord, économiquement, va mieux que la Corée du Sud. Donc il commence en tout cas à s'émanciper
participer et à trouver leur propre modèle. Et donc, participer à une compétition internationale, c'est aussi une volonté de montrer en tout cas que l'image du pays et que la Corée du Nord, en tout cas, existe sur une carte et qui ne sont pas soumis aux différentes ingérences. Et cette Corée du Nord, surtout, c'est le petit poussé de la compétition, mais dans leur phase de groupe, où il y a l'URSS, le Chili et l'Italie, eh bien, ils vont trouver un allié, malgré le fait qu'il soit le petit poussé, c'est le public de la ville de Middlesbrough en Angleterre. Et donc, Middlesbrough, qui n'est pas une grande ville, qui a aussi ce sentiment peut-être de petit poussé, qui a un club qui joue en rouge et qui est une ville aussi socialiste ouvrière, qui va finalement retrouver dans cette équipe de Corée du Nord une équipe à soutenir. Et le public de Middlesbrough va soutenir cette équipe de Corée du Nord même plus que le club local. Et ça va notamment jouer pour le dernier match face à l'Italie, puisque la Corée du Nord va gagner contre l'Italie 1-0, alors que les joueurs effectivement sont pas des joueurs professionnels face à cette grande équipe italienne. Et donc ça va permettre à la Corée du Nord de se qualifier pour la suite de la compétition en quart de finale. Ils vont perdre malheureusement 5-3 contre le Portugal, mais ce miracle en tout cas nord-coréen, ça va apporter beaucoup de ferveur et ça va donner une bonne image du pays, notamment au niveau du public anglais. Et pour boucler la boucle, la belle histoire, c'est que en 2002, tu as 2 journalistes britanniques qui vont retrouver la trace de ces joueurs nord-coréens, les faire revenir à Middlesbrough pour réaliser un documentaire et pour montrer effectivement que le football, ça peut être aussi vecteur de belles histoires et ça peut mettre la lumière sur un pays. Bon, aujourd'hui, la Corée du Nord, effectivement, c'est plus que c'était en 1966, mais ça peut mettre en lumière, en tout cas, des petits pays qui peuvent exister grâce au football. Il s'appelle comment ce documentaire, tu sais ? Ah oui, il s'appelle The Game of Their Lives. Il est sorti en 2002. Je me le note dans un coin. Donc depuis tout à l'heure on parle d'histoires qui mêlent football et politique entre différents pays. La France aussi a eu des grands moments de diplomatie notamment avec d'autres pays. Je pense à 1982. Ouais, c'est ça, effectivement. Je parle un peu aussi de la France dans mon bouquin, même si en 1982, on se souvient surtout du France-Allemagne avec cette demi-finale. Donc la Coupe du Monde a lieu en Espagne, donc on s'appelle ça le match de Séville, puisque finalement, il y a ce match qui remet en lumière les tensions entre la France et l'Allemagne. Mais il y a un autre match qui est intéressant à mettre en lumière, c'est France-Koweït en 1982, puisqu'à l'époque, finalement, le Koweït est qualifié pour sa première Coupe du Monde. Et le Koweït, à l'époque, c'est un peu le Qatar d'aujourd'hui. C'est un petit pays qui dispose d'importantes ressources financières, notamment grâce à l'exploitation des ressources fossiles, et qui veut aussi exister grâce au sport. Et ça va être le cas en 1982. Ils sont en plus champions d'Asie 1980, donc c'est pas une petite équipe, mais ils vont tomber dans le même groupe que la France. Donc pour cette phase de groupe, le Koweït va faire un nul contre la Tchécoslovaquie, donc c'est déjà une performance en soi. La France va très mal commencer parce qu'elle va perdre 3-1 contre l'Angleterre, donc ça dresse un peu le tableau. Et donc ce deuxième match, la France doit pas le perdre et doit finalement gagner le Koweït. Et ça va être le cas, en tout cas au bout de 3 quarts d'heure de jeu, la France mène 3-1. Mais la France ensuite va mettre un 4e but, mais ce 4e but, il va être contesté par les joueurs koweïtiens parce qu'ils estiment qu'il y a eu un sifflet dans le public et que ça leur a pas permis de suivre le joueur qui a marqué le but. Et donc ils vont protester auprès de l'arbitre pour pouvoir annuler le but. Et l'arbitre, lui, non, dit je valide le but. Et les joueurs koweïtiens vont continuer à protester, et notamment vis-à-vis d'une personne dans le public. Et donc là, les images de l'époque montrent que la caméra se braque sur cette personne dans le public qui est habillée en habit traditionnel koweïtien. C'est le Tchèque Al Jaber, qui est le frère de l'émir du Koweït, mais qui est aussi président de la fédération du football du Koweït et qui a quelques liens aussi importants au niveau de la FIFA. Et finalement, lui, il va descendre carrément sur le terrain, escorté par ses gardes du corps, mais aussi par la garde civile espagnole. Et il va parler à l'arbitre, alors que c'est totalement interdit par les règlements de la FIFA. Et après cette discussion, l'arbitre, il va reprendre le ballon et il va annuler le but. Donc finalement, là, c'est du côté de la France, c'est intolérable. Il y a notamment le sélectionneur français Michel Hidalgo qui rentre sur la pelouse et qui va vouloir parler à l'arbitre, mais lui, il n'est pas habillé de manière aussi prestigieuse que le frère de l'émir, hein, puisqu'on le voit sur les images de l'époque, il a juste un short et une marinière, donc même les gardes civils espagnols le repoussent parce qu'ils pensent pas que c'est le sélectionneur. Et finalement, ce but va être annulé. Après, finalement, la France va quand même en remettre un et gagner 4-1, mais cet événement s'est vu un peu comme le premier arbitrage diplomatique parce que il y a cette image effectivement de l'émir, du frère de l'émir qui descend et qui annule ce but. Mais effectivement, la situation est beaucoup plus complexe quand on recherche un petit peu de savoir s'il y a corruption ou pas. C'était plus finalement
que l'arbitre était finalement laissé à lui-même et qu'il a dit finalement si je gardais le but, il y avait quand même une personnalité de renom qui venait me parler. Si je gardais ma décision, il y avait un risque que le match soit arrêté et que l'équipe du Koweït s'en aille. Donc il savait pas trop comment faire, donc il a essayé de prendre la moins pire des décisions. Mais malheureusement derrière, le Koweït va se prendre une petite amende, mais pour lui, il va être exclu à vie finalement d'arbitrer des matchs de la FIFA. Donc on voit que ça va être beaucoup plus compliqué, mais l'histoire en tout cas s'arrête pas là, puisque derrière le Koweït va essayer. Enfin voilà, c'est un événement qui va être en Mondiovision, ça va affecter l'image du Koweït. Ils vont essayer de se rabibocher avec la France, notamment en invitant les différents joueurs et les différents sélectionneurs au Koweït, et ça va être le cas en 1988 où Michel Platini, qui va être sélectionneur de l'équipe de France et qui jouait en tout cas face au Koweït à l'époque, qui va être invité au Koweït. Et à cette occasion, il y a un match Koweït-URSS et on ne sait pas encore véritablement pourquoi, mais Platini va revêtir le maillot du Koweït. Et quand on regarde sur sa fiche Wikipédia, en tout cas sur Internet, on voit que Michel Platini a des sélections avec l'équipe de France, mais il a une sélection avec l'équipe du Koweït. Et c'est grâce à ces histoires-là qu'on peut comprendre en tout cas ce lien-là, quoi. Mais moi je trouve ça hallucinant que le type ait été exclu à vie. Je veux dire, on sait ce que prétendument ce que le type lui a dit ou pas, parce que je veux dire, s'il lui dit tu t'annules le but ou t'es mort, enfin tu vois, moi je sais pas si j'ai la retranscription de ce qu'ils sont dit, mais c'était plus finalement, je pense qu'il a dit si tu n'annules pas le but, nous l'équipe quitte le terrain, quoi. Et ça c'est c'était plus soft, c'était pas OK. Là l'arbitre il se doute que il y aura des sanctions très importantes, parce que lui si l'arbitre et que le match s'arrête parce qu'une équipe quitte le terrain, il sait qu'il va y avoir des sanctions lourdes. Donc il a voulu prendre la moins pire des décisions. Donc c'est Miroslav Stupar qui était l'arbitre soviétique de ce match. Et finalement, en prenant la moins pire des décisions, il pouvait pas faire finalement autrement. Mais c'est qu'il était au mauvais endroit au mauvais moment. Et n'importe quel arbitre finalement, le coup près serait tombé. Quand il faut trouver un responsable autour d'une situation comme ça, on essaye de trouver celui sur lequel tu peux avoir le plus finalement d'impact, et c'est celui de l'arbitre. Alors que finalement, le Tchèque Al-Jaber qui est descendu sur le terrain, de par son poids qu'il avait au niveau de la FIFA, et la FIFA qui commençait déjà à regarder au niveau du monde arabe pour organiser des compétitions internationales, ils voulaient pas se mettre en porte-à-faux par rapport à ça. Donc ils ont mis une amende parce que il fallait sanctionner, mais ils ont pas pris des sanctions aussi lourdes que vis-à-vis de l'arbitre. 98 pour nous Français, c'est une très belle année. Il y a aussi eu quelques petites tensions diplomatiques entre quelques pays. Oui, effectivement, à 98, t'as un match dont on a pu reparler en 2022, c'était le match États-Unis-Iran. À l'époque, effectivement, le hasard du tirage au sort place les États-Unis et l'Iran dans le même groupe, sauf que c'est deux pays qui ont plus de relations diplomatiques depuis la révolution islamique d'Iran de 1979, avec aussi l'événement de la crise, des otages dans l'ambassade américaine à Téhéran, qui est retranscrit notamment dans le film Argo, où effectivement ces Américains ont été retenus dans l'ambassade américaine pendant plus d'un an. Donc ça a beaucoup marqué en tout cas les relations entre les deux pays. Et finalement, les relations entre les deux pays vont continuer à être extrêmement tendues tout au long des années 80, un peu aussi dans les années 90, notamment en 95, où là les États-Unis imposent un embargo total sur l'Iran. Et donc, il y a cette image où finalement, du côté des États-Unis, l'Iran, c'est un État voyou, et pour l'Iran, les États-Unis, c'est le grand Satan. Donc, on voit que ça pose en tout cas les bases des relations. Et donc, ils vont tomber dans le même groupe. Et donc, la presse à l'époque va dire que ce match, ça va être le match le plus politique du moment. Ça va être the Mother of All Games, comme il le titre. Et finalement, ce qu'on va se rendre compte, c'est que les deux pays, durant ces années-là, vont en tout cas essayer d'utiliser ce match pour être un levier de reprise de relations diplomatiques. Et notamment, du côté américain, tu as le président Bill Clinton, et de l'autre, tu as le président Khatami au niveau de l'Iran, qui vont avoir des discours plutôt constructifs, d'apaisement des relations, et d'avoir notamment le président Khatami, il appelle à un dialogue des civilisations avec les États-Unis, donc en opposition au livre à l'époque de Samuel Huntington, Le choc des civilisations. Et donc tout au long effectivement de ce tirage au sort en 97 jusqu'au match qui va avoir lieu en juin 98, tu vas voir ces prises de position, ces prises de parole pour apaiser les relations. Et tout va être mis en place, en tout cas, pour que ce match illustre cette reprise des relations diplomatiques. Et ça va être le cas, puisque ce match de 98, donc au Stade de Gerland en France, finalement, ça va être un match qui va être instrumentalisé, mais là pour les bonnes raisons, où on va remettre finalement en avant ce sentiment de paix, puisque les joueurs iraniens vont arriver sur la pelouse avec un bouquet de fleurs blancs qu'ils vont remettre aux joueurs américains. Il va y avoir une longue poignée de main entre les deux capitaines, et surtout il va y avoir une photo commune entre les joueurs américains et les joueurs iraniens,
pour symboliser en tout cas voilà, le fait que le football peut être un vecteur de paix. Mais tout ça, en tout cas, ça a été permis parce que au niveau des relations diplomatiques américaines et iraniennes, on voulait effectivement qu'il y ait cette reprise diplomatique. La FIFA voulait aussi avoir ce rôle de paix, donc ils ont aussi poussé pour que tout se passe au mieux, même si en amont, il y a eu pas mal de complications, en tout cas pour que ce match ait lieu, parce que aux abords des stades, il y avait des manifestations contre le régime iranien. En amont du match, il y a M6 qui avait diffusé un film qui s'appelait Jamais sans ma fille, qui est tiré d'un livre qui rappelle en fait que c'était une ressortissante américaine qui n'arrivait pas à sortir d'Iran. Donc ça rajoutait du contexte. Et là, l'Iran avait vu en tout cas cette diffusion de film avant le match comme une agression contre son pays. Donc ça avait rajouté dans ce contexte extrêmement tendu. Mais finalement, tout sera fait pour que ce match se déroule comme un symbole de paix. Et ce qu'on en ressort, effectivement, c'est que c'était un match de la paix, mais il y a eu beaucoup de travail à faire en amont. Contrairement au match de 2022 où là les relations États-Unis-Iran sont encore très distendues et où le contexte iranien a beaucoup plus pesé finalement que le contexte entre les États-Unis et l'Iran. Alors, ce que je te propose, c'est justement de parler un petit peu du football un peu plus moderne, c'est-à-dire de ces 20 dernières années. On l'a vu, le rôle du football dans la géopolitique. C'est pas nouveau, hein. Ça fait plus d'1 heure qu'on en parle, et ça continue aujourd'hui. Il y a pas de raison que ça ne continue pas d'ailleurs. Quels ont été, selon toi, les enjeux des dernières éditions de la Coupe du Monde? Parce que on a eu l'Afrique du Sud en 2010, le Brésil en 2014, la Russie en 2018, le Qatar en 2022. Ça fait c'est beaucoup de choix qui sont anodins ou pas du tout? Non, c'est pas anodin. Après, c'est des choix. Après, il y a quand même à chaque fois un vote qui est mis en place pour les différentes éditions. Mais par contre, comme j'expliquais, maintenant, la FIFA, ça pèse plus que de pays, en tout cas que l'ONU. L'ONU, t'en as 193, la FIFA, t'en as 211. Et c'est une organisation qui pèse plus de 6 milliards de dollars, dont la moitié du budget, en tout cas, est issu des droits TV qu'ils vendent par rapport à la Coupe du Monde aux différents diffuseurs. Donc finalement, la Coupe du Monde, c'est un intérêt majeur pour la FIFA. Et il y a aussi un intérêt, effectivement, de l'ouvrir au plus de pays possible. Et ça, c'était déjà le cas à partir de 94 avec une Coupe du Monde d'abord aux États-Unis, où c'était pas forcément un pays, là ils appellent là-bas le football le soccer, c'était pas forcément un pays de football, il y avait déjà pas mal d'interrogations autour de ce choix-là. Après, ce sera le cas aussi en 2002, où c'est la première Coupe du Monde en Asie, avec une co-organisation Japon-Corée du Sud, avec là aussi ce levier d'organiser cette Coupe du Monde pour finalement être un vecteur de paix entre deux pays qui avaient des relations tendues. Et en tout cas, la FIFA va poursuivre en tout cas cette démarche-là avec les autres Coupes du Monde. Mais déjà, au niveau des conditions d'attribution, il y a déjà ces soupçons de corruption dès 2006 pour la Coupe du Monde en Allemagne. Donc le vote a lieu en 2000. Et finalement, l'Allemagne remporte ce vote face à l'Afrique du Sud. Et il y a déjà des soupçons de corruption qui vont être révélés après sur le fait que l'Allemagne aurait remporté ce vote d'une voix grâce effectivement à de l'achat de voix. Et après cette débâcle pour l'Afrique, eh bien la FIFA va dire que pour 2010, ça va être la compétition va devoir se dérouler en Afrique. Donc tu as 2 candidatures, Afrique du Sud et Maroc. Et là, c'est l'Afrique du Sud qui va finalement remporter. Mais il y a aussi des soupçons de corruption. Donc finalement, on voit que cette attribution de la Coupe du Monde avec ce système de vote qui maintenant a été réformé parce qu'avant, tu avais que les membres du comité exécutif de la FIFA qui votaient, donc tu avais environ 20 personnes, donc c'est beaucoup plus corruptible qu'aujourd'hui où tu as un vote de toutes les fédérations, même si ces fédérations, c'est plus des votes de bloc que des votes, une fédération, un vote, quoi. Mais en tout cas, ouais, effectivement, les différents enjeux autour de ces Coupes du Monde, c'est plus au niveau, pas maintenant au niveau du sportif, c'est plus maintenant au niveau des conditions d'organisation et des conditions d'attribution. Et la Coupe du Monde au Qatar le révèle bien, puisque le Qatar, déjà en 2010, c'était une énorme surprise. Il remporte ce vote face aux États-Unis, qui est outre d'être une puissante footballistique émergente, c'est quand même une puissance diplomatique forte. Donc gagner face aux États-Unis, c'était déjà un coup de force en soi. Et dans un pays, finalement, comparé à d'autres pays du Golfe Persique, qui n'avaient pas du tout de tradition footballistique, où il n'y avait pas de stade, et où la FIFA savait que le pays, en tout cas pour se construire, pour passer d'un territoire désertique avec seulement 500 000 habitants en 1970, date de leur indépendance, ils avaient dû effectivement utiliser un système d'exploitation des travailleurs migrants, et ils faisaient fi des considérations écologiques. Donc tout ça, on le savait en 2010, et ça pose en tout cas ces questions-là par rapport à est-ce que la FIFA cherche plus à essayer de capter des nouvelles parts de marché en s'implantant dans des régions du monde où il n'y a pas eu de Coupe du Monde, ou est-ce qu'ils vont prendre aussi en compte ces considérations-là au niveau des valeurs que peuvent parfois porter le sport, au niveau du respect des droits humains, de l'inclusion, ou aussi
des coûts environnementaux moindres pour l'organisation des compétitions. Ça en prend pas du tout le chemin, notamment en témoigne toute l'actualité qu'il y a eu autour de cette Coupe du Monde 2022, où finalement cette Coupe du Monde même s'il y a eu des appels au boycott, ça n'a pas empêché que cette compétition s'organise. Et il n'y a pas eu de geste fort, important autour des débats qu'on avait pu évoquer, si ce n'est peut-être l'équipe d'Allemagne, mais du fait qu'elle a été éliminée. Après, ce débat a très vite, le débat autour de la défense des droits LGBT est très vite tombé à l'eau, quoi. Ouais, c'est très compliqué. Et puis, si d'un point de vue institutionnel, effectivement, il y a pas de boycott, derrière, c'est compliqué de dire aux gens, bon, bah, l'événement que t'attends depuis 4 ans, tu t'assois dessus, entre guillemets, tu le regardes pas, c'est très compliqué, je pense, pour beaucoup de gens qui ont du mal à se positionner parce que effectivement il y a une condamnation de l'organisation, enfin des conditions d'organisation de cette Coupe du Monde, et puis en même temps derrière t'as cet événement, le foot, qui veut dans un idéal rassembler tout le monde. C'est compliqué, hein. Ah, c'est compliqué, ouais. Et puis effectivement, la question du boycott. Après, je pense que, contester des conditions d'organisation se fait pas forcément uniquement par le boycott, qui peut être fait pour des raisons légitimes par chacun. Mais c'est vrai que pour d'autres parties du monde, si la première réponse qu'on apporte à une compétition avec laquelle on n'est pas en accord avec ces conditions d'organisation, c'est le boycott, ça peut être aussi une position de refus, et ça peut être vu comme un boycott de tout le pays ou de toute sa culture, etc. Donc là aussi, pour le dialogue qui doit être fait au niveau de l'institution de la FIFA, même si la FIFA, il n'y a pas de contre-pouvoir et que son président Gianni Infantino est le seul candidat à sa réélection l'an prochain, et que même pour les cas des précédents présidents, on voit que c'est plus des règnes que des présidences d'une organisation finalement démocratique. Eh bien, finalement, faut qu'il y ait ce débat-là, mais que pour l'instant, finalement, ce débat est porté seulement par quelques fédérations européennes, et il ne prend pas, en tout cas, pour les autres parties du monde. Donc, il y a toujours cette volonté, en tout cas, de voir, en tout cas, comment est-ce qu'on peut faire évoluer les conditions d'organisation, mais en englobant toutes les fédérations, parce que sinon, ça peut être vu comme un point de vue occidentaux-centré, et ça peut finalement brusquer les autres parties du monde, puisque, en tout cas, pour faire en sorte que il y a un cahier des charges beaucoup plus clair au niveau des conditions d'organisation. Mais c'est vrai que si c'est pas son président et la FIFA qui impulsent cela, ça doit être fait au niveau des fédérations nationales qui sont membres de la FIFA, mais elles ont très peu de poids, et pour l'instant, ce débat-là, en tout cas, n'est porté que par les fédérations occidentales. C'est vrai que le revers de tout ça, c'est que du coup, que ça soit par exemple pour 2018 pour la Russie ou là au Qatar, c'est la Coupe du Monde sert littéralement d'outil de propagande pour les régimes, quoi. Oui, c'est ça. Comme c'était le cas il y a 100 ans, en fait. Oui, et puis on peut le voir dans les différentes grandes compétitions internationales, c'est quand même de plus en plus organisé par des régimes autocratiques, donc pour aussi mettre en avant aussi le pays. Et puis il y a aussi cette volonté d'avoir aussi un certain héritage de la compétition, mais parfois c'est à contrebalancer. On sait que pour les Jeux Olympiques de Barcelone 92 ou même les Jeux Olympiques de Londres 2012, il y a eu un héritage parce que ça a permis de transformer la ville et aussi de faire accélérer le tourisme. Mais pour les Coupes du Monde modernes, pour Afrique du Sud, c'est aussi à contrebalancer. On sait aussi qu'en Afrique du Sud, les stades qui ont été construits, ils sonnent creux aujourd'hui. C'est aussi le cas pour le Brésil, où aussi on sait que en amont de la compétition, le ménage est quand même, là, pour le cas du Brésil, le ménage avait été fait dans les favelas pour finalement qu'il n'y ait pas de problème, et qu'on mette en avant une image du Brésil rayonnante et autour du football. Mais derrière, tu as des stades qui ont été construits. Le stade de Manaus qui a été construit en Amazonie, il n'y a pas de club là-bas, il sonne aussi creux. Et effectivement, le cas le plus flagrant, c'était par rapport à la Russie dans les années 2010, puisqu'ils ont eu les Jeux Olympiques de Sochi et cette Coupe du Monde, où ils ont où ça a été instrumentalisé aussi pour mettre en avant Vladimir Poutine, mais aussi une certaine image de la Russie, et parce que Poutine a fait finalement du sport une arme de soft power pour donner à la Russie, en tout cas redonner à la Russie ses lettres de noblesse, et lui donner aussi une autre image, l'ouvrir au monde. Mais après, avec les conséquences de la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine, il n'a pas pu capitaliser là-dessus, parce qu'on a aussi voulu le sanctionner au niveau sportif, parce que c'était aussi une arme de soft power russe, quoi. Mais quand tu dis que ça sonne creux, c'est un véritable problème écologique, c'est-à-dire que c'est des infrastructures qui sont construites et abandonnées, en fait. Ouais, c'est ça, effectivement. Ouais, après, on parlait de l'écart des Coupes du Monde, mais même, tu vois, pour les Jeux Olympiques d'Athènes 2004, c'est le cas le plus criant de compétition internationale sportive moderne, où derrière, tu vois que les infrastructures ont été laissées à l'abandon. Et en plus, il n'y a pas d'héritage par rapport
à cette organisation et ça a plongé. C'est l'une des raisons pour lesquelles pour lequel la Grèce a plongé dans une crise économique. Donc, et la question de l'héritage se pose aussi pour le Qatar, même si effectivement après, vu qu'ils ont des leviers économiques importants, ils seront pas forcément impactés si l'héritage est nul. Mais en tout cas, pour les 7 stades qui ont été construits sur les 8, même s'ils vont il y en a un qui va être démonté et si la capacité va être réduite. On se pose la question de à quoi ils vont servir, même si le Qatar a l'ambition effectivement d'organiser d'autres compétitions sportives internationales. C'est plus comment est-ce qu'ils vont servir tout au long de l'année, quand on voit notamment que le public qatari, il est parti au bout de la 60e minute de jeu lors du match d'ouverture Qatar-Équateur, qui n'avait pas de ferveur, alors que cette ferveur, on l'a retrouvé en tout cas au niveau des pays du Golfe Persique avec l'Arabie Saoudite beaucoup plus quoi. Donc, mais cette question de l'héritage, notamment au niveau des stades et des infrastructures, ça pose en tout cas question. C'est la grande question et ça se pose au niveau du football, mais aussi d'autres compétitions comme par exemple les Jeux Olympiques d'hiver à Pékin quoi. Ouais, parce que là, le Qatar, c'est vrai que le stade, il y a un stade qui est en plein milieu du désert, quoi. Clairement, on se dit qui va foutre les pieds après. C'est Ouais, après, bon, je pense que le Qatar, son ambition, c'est pour ça qu'il y a autant de milliards qui ont été investis. Normalement, ça fait déjà beaucoup, mais une Coupe du Monde, la Coupe du Monde moderne, enfin, surtout avec les cas du Brésil et de la Russie, c'est 20 milliards pour l'organiser maintenant, aujourd'hui. Et le Qatar, ils ont investi 200 milliards. Donc, c'est 10 fois plus, mais ces 200 milliards, c'est à prendre en compte comme si, ils se sont servis de cette Coupe du Monde pour transformer tout le pays. Et finalement, c'est comme ça que le Qatar se construit, c'est finalement battre le désert, battre finalement l'environnement pour pouvoir construire ce grand centre touristique, ce grand centre culturel que le Qatar. C'est pour ça qu'ils ont construit aussi la nouvelle ville de Lusail notamment, qui est aussi cette mise en avant. Et on voit que l'Arabie Saoudite suit le même chemin puisqu'il y a cette ville The Line, Neom, qui veulent construire, cette ville du futur qui veulent construire, et cette volonté finalement de battre la nature pour pouvoir montrer qu'ils peuvent être leaders, en tout cas, en termes de divertissement sportif, en termes de culture et en termes de nouvelles technologies. Pour les équipes qui participent à la Coupe du Monde, c'est aussi un moyen, c'est aussi une tribune politique, parce que on le voit dans le fait que l'édition au Qatar fasse beaucoup jaser. Il y a les conditions d'organisation, la construction, les nombreux morts qu'il y a eu, etc. Il y a aussi les valeurs que défend le régime, ce qui a poussé certaines équipes à endosser des brassards, à vouloir faire passer des messages, d'autres à se positionner en disant nous on ne veut pas prendre la parole sur des sujets politiques. Qu'est-ce que t'en penses de tout ça? Mais je pense que de plus en plus en tout cas, il y a ces compétitions sportives internationales servent de tribune politique et à raison, hein. Et notamment le débat qui a eu lieu autour du port du brassard LGBT. Après là-dessus effectivement. Au niveau des positions des sportifs, je pense que les sportifs peuvent prendre position du moment qu'ils sont soutenus par leur fédération ou par leur gouvernement. Et le problème, c'est que là, au niveau de l'Allemagne, on a vu qu'ils étaient quand même fer de lance sur le sujet, mais ils étaient soutenus par leur fédération et on sentait que le gouvernement et aussi au niveau de l'opinion publique, ils le soutenaient derrière. Alors que pour le cas de la France, tu avais le président de la République notamment qui a dit qu'il ne fallait pas politiser l'événement, parce que il avait conscience effectivement on peut se dire il doit avoir conscience que le sport est politique, mais il le sait, je pense, mais c'était plus une position diplomatiquement correcte du fait des relations France-Qatar et du fait aussi que dans 2 ans c'est les Jeux Olympiques de Paris et on sait que l'événement va être politique, va être politisé pour mettre en avant les bons côtés de la France. Et donc, il sait très bien qu'on peut après lui reprocher s'il prenait des prises de position trop critiques vis-à-vis de la Coupe du Monde. Après, effectivement, les joueurs français se sont peu mobilisés sur ces questions, mais on peut pas aussi demander aux sportifs de régler des maux au niveau des compétitions internationales qui auraient dû être réglés en amont ou qui peuvent être aussi impulsés par des décisions politiques, parce que on le voit aujourd'hui avec l'Allemagne, d'un côté, ça a été le pays qui a été mis en avant pour porter cette question des droits LGBT et pour porter ce brassard. Et d'un autre côté, 2 jours après, il y a le gouvernement allemand qui signe un contrat gazier, notamment avec le Qatar, avec ce contexte de crise énergétique au niveau de l'Europe. Donc on voit que les relations diplomatiques, c'est pas forcément le plus simple, et que parfois les prises de position des sportifs, elles s'insèrent finalement dans un jeu politique beaucoup plus large que seulement la propre personne du sportif, surtout dans une équipe où il y a cette question finalement d'avoir de la cohérence, d'avoir cette question aussi de message
en forme d'équipe qui peut avoir beaucoup plus de poids et que les prises de position des sportifs sont beaucoup plus difficiles en tout cas. Et surtout, on peut le voir aussi avec la question des joueurs iraniens qui ont aussi, qui étaient finalement aussi entre deux feux. Celui finalement de critiquer le régime, notamment en ne chantant pas l'hymne. Et d'un autre côté, avant de partir pour la Coupe du Monde au Qatar, ils ont été obligés de rencontrer aussi le président iranien Raisi. Et ça avait été vu comme un geste finalement de soutien au régime. Donc eux aussi, ils étaient entre deux feux et ils ne pouvaient pas forcément régler toutes les questions. Mais en tout cas, ça a permis en tout cas cette Coupe du Monde de porter ces sujets-là sur le devant de la scène de la Coupe du Monde. Par contre, en tout cas pour la question du respect des droits humains, par la question des droits LGBT au niveau des pays du Golfe Persique, même si le sujet est évoqué, je pense qu'il y aura peu d'évolution après la Coupe du Monde. Il faudra voir après si ça a véritablement servi pour ces causes-là ou pas. Mais vu que c'est pas porté politiquement, en tout cas par la FIFA ou le pays organisateur qui n'avait pas eu cette volonté-là, même si l'émir du Qatar Al Thani avait dit dans son discours d'ouverture que c'était la Coupe du Monde de tout le monde, quelle que soit la religion, la sexualité, on voit que dans les faits, c'est beaucoup plus complexe que cela et que le seul contre-pouvoir qui peut permettre en tout cas d'accélérer les choses, c'est la FIFA, mais la FIFA n'a pas ces considérations-là en tête. Tu nous parlais justement tout à l'heure, on l'a évoqué un petit peu déjà, mais des critères d'attribution de l'organisation d'une Coupe du Monde à un pays. Donc tu nous as dit qu'aujourd'hui il y a un spectre beaucoup plus large de pays qui peuvent voter, mais que ça s'organise plutôt par bloc. Et tu peux revenir un petit peu là-dessus et sur comment exactement on choisit de dire toi tu veux organiser la Coupe du Monde? Ouais, effectivement, après pour chaque Coupe du Monde, tu as des dossiers de candidature à présenter. Et donc effectivement auparavant, donc jusqu'à l'attribution de la Coupe du Monde, donc 2018, parce que pour le Qatar 2022, pour la Russie 2018, il y a eu un seul et même vote en 2010. Et là, c'était les membres du comité exécutif de la FIFA, qui étaient 22, qui votaient. Et donc, c'est là-dessus où, effectivement, même les cas précédents que j'ai évoqués, il y avait des soupçons de corruption, des forts soupçons de corruption qui n'ont pas encore été avérés avec des preuves irréfutables, mais il y a des forts soupçons de corruption. Et depuis ce scandale qui avait notamment entraîné le FIFA Gate en 2015 avec l'arrestation de pas mal de dirigeants de la FIFA et la démission du président Sepp Blatter, et depuis, c'est toutes les fédérations qui votent, donc les 211 fédérations nationales qui sont présentes au niveau de la FIFA, mais c'est plus des logiques de bloc parce qu'au niveau de la FIFA, tu as différentes confédérations par continent, enfin, pour schématiser. Tu vas avoir l'UEFA qui va être effectivement l'Europe, qui peut être plus large d'ailleurs que le spectre européen, puisque tu as des pays comme l'Azerbaïdjan et Israël. Tu as aussi l'Afrique avec la CAF, tu as aussi l'AFC pour l'Asie. Tu as l'Océanie avec l'OFC, tu as la CONCACAF qui est Amérique du Nord, Amérique centrale, Caraïbes, et tu as la CONMEBOL qui est l'Amérique du Sud. Et donc, finalement, pour le vote, pour l'organisation de la Coupe du Monde 2026, il y avait le Maroc face à la candidature des États-Unis, du Canada et du Mexique, donc une candidature commune. Et donc là, effectivement, c'était un vote de toutes les fédérations, mais c'était plus finalement des logiques de bloc, puisque tu votais plus par confédération, finalement, que par différentes fédérations nationales. Donc c'est comme ça, c'est pour ça que j'évoquais ces logiques de bloc. Et même pour 2026, à l'époque, il y avait Donald Trump qui avait notamment menacé de sanctions économiques les pays qui votaient pas pour la candidature, américaine au sens Amérique du Nord au sens large. Donc on voit qu'il y a toujours en tout cas de plus en plus du jeu diplomatique et politique pour pouvoir organiser ces compétitions, parce que c'est vu aujourd'hui des Jeux Olympiques ou une Coupe du Monde par plus de 3 milliards de téléspectateurs, et ça peut permettre de parler du pays en tout cas de manière positive. Et même si peut y avoir différentes critiques par rapport au pays, aujourd'hui par exemple le pari du Qatar est réussi, puisqu'il y a 10 ans on savait pas ce que c'était le Qatar, et aujourd'hui tout le monde connaît le Qatar, c'est le situé, quoi. Mais du coup dans ces logiques de blocs, il y a quand même des blocs qui sont plus gros que d'autres. Ouais, effectivement. Après, il y a des blocs qui sont plus gros que d'autres. Et il y a des blocs aussi qui sont plus importants que d'autres, notamment du fait du poids historique. Notamment l'UEFA et la CONMEBOL peuvent effectivement peser plus peut-être en jeu d'influence. Mais après, les fédérations qui vont avoir le plus de poids à l'avenir, ça va quand même être celles de l'Afrique et aussi d'Asie, puisqu'ils sont le plus de pays membres, quoi. Alors, on a l'impression, en tout cas, depuis que l'on parle depuis cet entretien, que le foot, ça touche absolument tous les pays et que tous les pays sont impliqués dans le football, ou en tout cas ont une histoire qui peut être liée à celle du football. Est-ce que c'est vrai, ou est-ce qu'on a des exceptions?
Oh non, non, tous les pays ouais, font effectivement un rapport au football, même les plus petits, même des pays qui n'existent pas. Mais tu vois, même au niveau de l'Océanie, la plupart des îles ont leur équipe nationale. Donc effectivement, non, ça touche effectivement. Bah, c'est ce qui permet d'être. Moi, quand j'ai créé le FC Géopolitics, bon, j'étais déjà fan de football, mais c'est vrai que aborder, comment dire, la géopolitique du sport avec un prisme vraiment très très sport, bah tu touches pas forcément tous les pays. Alors qu'avec le football, bah c'est le sport qui est vraiment planétaire et qui touche effectivement tous les pays, avec effectivement des pays qui sont qui ont plus cette culture footballistique que d'autres ou plus cette ferveur. Mais tu vois, par exemple pour le cas du Qatar, ils avaient une équipe nationale dès les années 70 après leur indépendance, ils ont eu une équipe nationale parce que il y avait quand même cette volonté que, en gros, bah, aujourd'hui, quand tu es un État, tu dois avoir effectivement un territoire, une population, un gouvernement, mais tu dois aussi avoir ton équipe de football parce que c'est un moyen d'être présent à l'international. Et tu as des exemples aussi qui montrent où tu as des États contestés comme le Kosovo, qui, lui, n'est pas membre de l'ONU parce qu'il y a le veto russe et que la Russie est alliée finalement à la Serbie, mais ils ont réussi à rejoindre l'UEFA et la FIFA. Et pour eux, c'est une victoire diplomatique parce que bah, ça permet en tout cas au Kosovo de se mesurer à d'autres pays et d'avoir finalement un équivalent grâce à leur équipe nationale de football. Et le Tibet? Et le Tibet, bah, effectivement, j'en parle dans mon bouquin avec la Coupe du Monde des pays qui n'existent pas. Effectivement, là, vu que le Tibet, enfin, pour aussi d'autres cas comme le Haut-Karabakh ou des territoires qui souhaitent effectivement s'émanciper et qui ne le peuvent pas, eh bien, ces équipes nationales, c'est aussi un moyen de mettre en avant la cause qu'ils portent sous un autre prisme, effectivement, qu'un discours peut-être négatif autour de la guerre, de la répression, mais plus positif autour du football. Et en tout cas, l'équipe du Tibet, l'histoire est intéressante de l'équipe du Tibet parce qu'en fait, elle a été fondée dans les années 90. Donc le Tibet, qui est une province chinoise, mais le Tibet, en tout cas, il y a une volonté, en tout cas, de vouloir avoir une plus large autonomie, même d'être indépendant vis-à-vis de la Chine, même si c'est un peu plus retombé aujourd'hui. Et cette équipe du Tibet, elle va être créée par un Danois. Il va faire un séjour à Lhasa. Et lorsqu'il va faire un séjour là-bas, il va avoir un rêve. Et ce rêve, ça va être de créer cette équipe du Tibet. Et donc, il va mettre ça en place. Il va créer cette équipe du Tibet. Et elle va notamment jouer quelques matchs internationaux. Après, notamment des Coupes du Monde des pays qui n'existent pas. Mais le premier grand match, ça va être un match contre le Groenland à Copenhague. Donc, on voit ce côté, ce lien avec le Danemark. Et ce match, il va déjà y avoir un enjeu politique puisque la Chine va notamment menacer d'embargo le Danemark si le match a lieu. Bon, finalement, le match aura quand même lieu. Mais c'était aussi une manière, au-delà du football, de montrer que le Tibet pouvait exister sur une scène médiatique. Et en tout cas, les matchs de football en sont une. Donc voilà, ça participe aussi finalement à cette volonté de vouloir exister par n'importe quel moyen, notamment par le football. Mais après, ça peut poser des considérations autres parce que si une équipe du Tibet ou du Haut-Karabakh affronte même en match amical une équipe véritablement nationale, si une équipe nationale affronte une autre équipe nationale, ça veut dire que tu reconnais l'autre pays, donc ça pose des considérations politiques, effectivement. Quelqu'un qui nous dit, mais du coup, si le foot est au cœur de la politique, est-ce que le foot a déjà pu provoquer des conflits? Alors, je veux dire oui et non. En fait, il y a des cas où effectivement on a pu dire que c'était le cas le plus illustre, c'est la guerre du football. C'était un match entre le Honduras et le Salvador en 1969 pour les éliminatoires à la Coupe du Monde 70. Et ce match a notamment entraîné donc Honduras et Salvador, qui étaient finalement deux pays qui sont frontaliers d'Amérique centrale. Et finalement, il y a eu deux pays qui avaient pas mal de problèmes économiques, notamment, enfin, Honduras, Salvador, notamment par rapport à la question des terres agricoles. Et ce qui va se passer, c'est que du fait de ces problèmes économiques, le Salvador, qui a un territoire qui est plus petit que le Honduras, mais qui a beaucoup de population, il y a beaucoup de Salvadoriens qui vont émigrer en Honduras, et ça va créer notamment pas mal de problèmes frontaliers. Mais au-delà de ça, les deux gouvernements qui sont des régimes autoritaires, ils vont finalement exacerber ces tensions nationales pour dire que les problèmes des pays, c'est pas la faute de leur action gouvernementale, c'est le problème finalement de l'étranger, de l'autre. Et donc ça va être exacerbé en amont des matchs. Et lorsque vont avoir lieu les matchs, toutes ces tensions nationales qui vont être mises en avant par la presse qui est gérée par les gouvernements, ça va créer pas mal de débordements autour de ces matchs, puisque va y en avoir, à la base, il devait y en avoir deux, donc en match aller-retour, mais il va y avoir un troisième match parce que les équipes n'arrivent pas à se départager. Et ce troisième match qui va même pas avoir lieu finalement, qui va pas avoir lieu en Honduras au Salvador, mais à Mexico du fait du contexte extrêmement présent, eh bien ça va dégénérer puisque voilà, va y avoir pas mal
de conflits entre les supporters. Même va y avoir le cas d'une supportrice salvadorienne qui va se suicider après le fait qu'ils aient perdu le premier match. Donc ça va être exacerbé aussi par la presse et les gouvernements. Et ce conflit-là, ces matchs-là, en tout cas, ça va entraîner cette guerre du football, puisqu'après, il va y avoir une guerre qui va être lancée, mais c'est pas le match qui a appuyé sur le bouton pour déclencher la guerre. C'est les deux gouvernements qui se sont dit, une bonne guerre, ça peut effectivement régler tous nos problèmes. Et cette guerre, ça va s'appeler la guerre de 100 heures, parce que c'est deux pays qui sont pas très riches et ils ont finalement arrêté cette guerre parce qu'ils vont plus avoir de munitions. Donc effectivement, ce cas-là, en tout cas, permet en tout cas d'illustrer, ça a permis en tout cas d'exacerber les tensions, mais c'est pas le fait générateur de la guerre. Et un autre match illustre, c'est le match qu'on va appeler finalement le coup d'envoi de la guerre des Balkans, qui va être un match à Zagreb en 90 dans le stade de Maksimir, où tu vas avoir un match Dinamo Zagreb, donc club croate, contre le club de l'Étoile Rouge de Belgrade, donc club serbe. Mais à l'époque, Croatie et Serbie, c'est sous une seule et même entité de la Yougoslavie. Et dans un contexte aussi de printemps des nations et d'exacerbation nationaliste très forte, ce match va dégénérer et va y avoir un combat entre les supporters vis-à-vis, au niveau du terrain. Et finalement, il ne va pas y avoir de match. Et donc ça, après, ça va être repris par la presse comme le coup d'envoi de la guerre des Balkans. Mais là aussi, quand on s'intéresse à l'histoire, on voit que cette situation, c'était aussi consécutif au fait de la mort du dictateur Tito, qui fait que les sentiments nationalistes étaient finalement plus exacerbés. Il va y avoir aussi un jeu des différents gouvernements pour aussi mettre en avant ce côté nationaliste par rapport à d'autres, et que ce match, ça illustre finalement l'éclatement de la Yougoslavie qui allait se préparer et les futures guerres qui allaient se préparer, mais c'est pas ce match qui a en tout cas entraîné la cause de la guerre. On va dire qu'à chaque fois, le football, ça peut être un miroir de la société, ça peut mettre le braqueur sur une situation, mais c'est pas ce qui va engendrer de la paix, ou ça peut accélérer les choses, mais ça va pas, c'est pas le fait générateur en tout cas. Alors, au début de cet entretien, on parlait du fait que, effectivement, dans les milieux ouvriers, notamment en Angleterre, mais aussi ailleurs, il y a des clubs qui se formaient et qui étaient portés par les usines, hein, tout simplement. Est-ce que tu connais le cas du FC Guignon ? Alors je le connais un peu, mais c'est juste quelqu'un qui nous dit, hein, qui demandait si tu connaissais le truc. Le cas du FC Guignon, intéressant, une petite ville française portée par son usine de métallurgie, une ville de moins de 10 000 habitants qui va pouvoir monter en première division, d'après ce qu'il nous dit, et qui va s'écrouler suite, tout simplement, j'ai envie de dire, à l'effondrement de son usine. C'est-à-dire l'usine ferme, le club aussi, quoi. Enfin, se pète la gueule. Ouais, c'est ça. Effectivement, si le club est lié effectivement à l'usine après, ça peut entraîner ce genre de considération. Mais moi, je pensais aussi dans cette partie de la France au club de Sochaux, hein, qui était très lié effectivement avec les usines Renault, et qui après les usines Peugeot, pardon, j'ai dit Renault. Peugeot, je sais pas pourquoi j'ai dit Renault. Et finalement après Peugeot s'est désengagé effectivement du club, et on voit que pour le club aujourd'hui c'est plus compliqué d'avoir les performances qu'ils avaient effectivement précédemment. Mais en tout cas, effectivement, parfois avec les histoires de clubs, on peut aussi comprendre un petit peu l'histoire régionale, en tout cas l'histoire régionale du club et aussi du territoire. On nous demande si hormis la FIFA, entre parenthèses, en qui personne n'a confiance, fermez la parenthèse, qui régule et encadre le football mondial. À part la FIFA personne, quoi. Et puis le problème, effectivement, comme j'évoquais, c'est que alors après, si t'as un organisme qu'il faut consulter pour les règles du jeu, notamment qui est basé en Angleterre. Mais après, pour le football international, non, c'est que la FIFA. Et le problème de la FIFA, c'est qu'ils n'ont pas de contre-pouvoir. Ils ont et c'est aussi une organisation qui est une organisation normalement à but non lucratif, mais on voit qu'aujourd'hui c'est plus du tout le cas. Donc ils peuvent plus se cacher derrière ce côté apolitique, ou ce côté on ne doit pas prendre de décisions qui doivent contrevenir à nos membres de la fédération, alors que la FIFA peut avoir finalement ce rôle, s'il le voulait vraiment, pourrait avoir ce rôle de lancer en tout cas une dynamique, notamment au niveau des conditions d'organisation, pour que la Coupe du Monde, ça soit le reflet des valeurs sportives qu'ils veulent véhiculer, au niveau du respect des droits humains, de l'inclusion, et aussi du coût écologique des événements. Et ce qui est paradoxal, c'est que d'un autre côté, la FIFA en fait communique tout au long de l'année par rapport à ça. Notamment en mai dernier, il y avait Gianni Infantino, président de la FIFA, qui a sorti une green card pour promouvoir en fait les événements construits avec des bonnes normes environnementales. Mais derrière, il y avait la Coupe du Monde au Qatar. Donc on voit que parfois c'est un petit peu paradoxal, et que derrière, en fait, la FIFA communique sur ces valeurs-là quand c'est facile, mais dès qu'il y a des considérations plus politiques, ils se cachent derrière l'apolitisme du sport, où ils essayent de défendre le pays hôte parce que leur poule aux œufs d'or, c'est la Coupe du Monde, et donc ils veulent défendre leur compétition, et leur logique aussi, c'est de s'étendre le plus possible dans différents territoires du monde.
Et on sent que aussi la FIFA commence finalement à se désengager de l'Europe pour se porter vers d'autres comment dire parties du monde, et notamment d'autres parties du monde avec les pays qui veulent le plus ces compétitions aujourd'hui. C'est souvent des régimes autoritaires, mais qui veulent aussi ces compétitions pour les instrumentaliser. Et les prochains, à mon avis, ce sera l'Arabie Saoudite ou la Chine, quoi. Question polémique, petite bombe. Moi, je me fais le relais de la question et je te laisse te débrouiller avec ça. Concernant, Je m'attends au pire, du coup. concernant le Maroc et l'actuelle Coupe du Monde au Qatar, quelqu'un qui dit est-ce qu'on doit pas s'attendre peut-être à certains arrangements avec le Maroc, vu que la Coupe du Monde au Qatar, ça serait un beau symbole pour eux que ce soit un club africain qui remporte la Coupe du Monde là-bas. Est-ce que là aussi il y a pas des inquiétudes? C'est vrai que moi honnêtement je suis pas trop, mais Bah, enfin, là-dessus, ouais, je pense pas que, non, je pense pas qu'il y aura de cas de corruption de match. Après, de toute façon, quand on voit les matchs de l'Espagne et du Portugal et le scénario, enfin, on se rend compte que les matchs n'ont pas du tout été comment dire, achetés. Puis là, même, enfin, pour chaque équipe, enfin, même aujourd'hui, je pense que autant, enfin, auparavant, il y avait peut-être pu avoir des cas effectivement de corruption de match durant les Coupes du Monde, mais aujourd'hui, c'est vu en mondiovision, et même si c'est pas avéré le jour du match, ça se saura après. Donc chaque pays sait très bien que, enfin, ils peuvent pas faire ça parce qu'après, de toute façon, ça se saura, et que ça contreviendra finalement à la beauté de la réussite sportive. Non, après, je pense que le Maroc a largement mérité sa qualification. Après, effectivement, ce qui est beau avec le football, c'est que c'est pas forcément l'équipe qui a le plus le ballon, qui tire le plus au but, qui gagne. Et c'était le cas avec le Maroc. Donc finalement, non, je pense que le meilleur gagne. Effectivement, le Maroc euh, n'est pas le favori du match contre la France, mais bah, on sait pas, on peut voir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le Qatar, qui avait un petit peu cette volonté de dire que cette Coupe du Monde n'était pas que celle du Qatar, mais celle du Golfe Persique et du monde arabe et de tous les Arabes. Ils se servent en tout cas du cas du Maroc pour illustrer cela, et notamment avec, il y a le Qatar et le Maroc qui ont affrété pas mal de vols entre le Maroc et le Qatar pour qu'il y ait le plus de supporters marocains qui puissent venir et avoir ce côté ferveur de la Coupe du Monde, parce que la réussite d'une Coupe du Monde, c'est le côté qu'il n'y ait pas eu de problème au niveau de l'organisation, que les supporters étaient bien traités, et que derrière, il y a une grosse ferveur au niveau du public et aux abords des stades. Et ça, c'est vrai que voilà, il n'y a pas eu de couac par rapport à cela, alors qu'il y avait pas mal de doutes autour de la capacité d'organisation du Qatar par rapport à cette Coupe du Monde. Par contre, après, c'est vrai que on porte aujourd'hui moins le débat sur les conditions d'organisation, les travailleurs morts pour construire les stades et le coût écologique de l'événement. Et la question, c'est ce qu'on se les posera encore après, une fois que le braqueur sera plus là. C'est la question. justement France-Maroc c'est un événement important pour la pour la France. Ouais, du fait des relations effectivement entre la France et le Maroc. Après, il y avait aussi un match un peu géopolitique, un peu plus d'ailleurs, entre le Maroc et l'Espagne, puisque tu as encore deux enclaves des territoires espagnols, et notamment deux exclaves même que enclaves au Maroc, avec Ceuta et Melilla. Mais pour la France, effectivement, ouais, il y a aussi un lien fort entre le Maroc, de par l'histoire, de par les connexions aussi avec les différentes parts de population qui vivent de part et d'autre des deux pays. Donc c'est un match effectivement très symbolique aussi, mais là aussi il faut pas faire porter le poids, je sais pas, d'un match. Enfin, ça n'a pas révolutionné les relations France-Maroc, et il n'y a pas eu non plus de précédents sportifs qui ont alimenté ça, alors que on sait que pour d'autres matchs, notamment je pense à Angleterre-Argentine, on sait que au-delà du contexte politique compliqué entre les deux pays, tu as du contexte sportif qui s'est rajouté et qui attise encore plus l'intérêt autour de ce match. Mais là, pour France-Maroc, finalement, effectivement, c'est un match à enjeu, mais faut pas non plus voir trop de politique là où il y en a pas, quoi. Il y a quelqu'un qui voulait ajouter un truc sur la Coupe du Monde 1982 qui disait qu'il y avait un autre scandale avec deux matchs arrangés pour que l'Allemagne et l'Autriche puissent tous les deux se qualifier. Tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, tout à fait, effectivement. J'en parle aussi dans le bouquin, parce que dans le premier, en fait, j'évoquais le 11 de l'indépendance de l'Algérie. Ça, c'est un cas intéressant parce qu'en fait, donc en 1958, l'Algérie n'est pas encore indépendante, et le FLN, le Front de Libération National algérien, va notamment mettre sur pied une équipe avec des joueurs algériens qui jouent en France, et ça va s'appeler le 11 de l'indépendance. Ça va être une véritable équipe d'ambassadeurs qui va affronter d'autres sélections de par l'Europe, et parfois ça va être des sélections déguisées parce que affronter cette équipe du 11 de l'indépendance de l'Algérie, ça peut être mal vu, mais ils vont affronter des véritables équipes de Yougoslavie, de Roumanie et de Pologne. Et finalement, la suite de tout ça, c'est que cette équipe va aider en tout cas à
à nouer des contacts diplomatiques après l'indépendance de l'Algérie en 62. Et après, cette équipe, ce côté 11 de l'indépendance, ces performances vont finalement peu à peu, vont finalement perdre en intérêt. C'est qu'à partir de 1982, où l'Algérie va un petit peu renaître, cette équipe algérienne va renaître de ses cendres. Et finalement, il va y avoir cette Coupe du Monde qui va avoir lieu. Premier match, ils jouent contre le favori, l'Allemagne de l'Ouest, l'équipe de RFA. L'Algérie va gagner ce match. Et en fait, donc ils vont gagner ce match et après ils peuvent effectivement se qualifier dans ce groupe de 4. Et le dernier match, ils vont le gagner. Donc ils sont normalement, ils peuvent être effectivement qualifiés s'ils le gagnent. Mais d'un autre côté, il y a un match entre l'Allemagne et l'Autriche. Et en fait, si l'Allemagne et l'Autriche font un match nul, et ben les deux équipes se qualifient et l'Algérie est éliminée. Donc effectivement, ce match après, donc va y avoir un match nul entre l'Allemagne et l'Autriche. Mais quand on regarde le match, on voit effectivement que le match, enfin voilà, il y a pas vraiment de match en soi et que ça va être finalement surnommé le match de la honte parce que voilà, on a l'impression effectivement qu'il y a un arrangement entre l'Allemagne et l'Autriche et que ça va éliminer en tout cas cette équipe d'Algérie qui aurait pu se qualifier en tout cas au tour suivant. Et c'est ça pour ça que ça va être appelé en tout cas ce match de la honte parce qu'en plus il va y avoir ce côté arrangement entre équipes européennes pour finalement contrevenir à une équipe africaine. Il va y avoir un dispositif qui va être mis en place pour pallier ça ou pas du tout? Alors je crois que alors, faudrait que je me rappelle de l'horaire des matchs. Mais maintenant, ce qui se passe, c'est que pour les derniers matchs de groupe, ils ont lieu à la même horaire. Donc, comme ça, tu peux pas te faire d'arrangement. Je crois qu'à l'époque, le match n'avait pas lieu sur le même horaire. Donc, en gros, ils savaient le résultat à faire pour être finalement qualifié. Quand on parle des affrontements politiques internationaux et de matchs de foot, là, il y a quelqu'un qui nous dit oui, et Israël-Palestine, du coup, il y en a eu des matchs? Israël-Palestine, non, je crois pas qu'il y ait eu de match Israël-Palestine. Par contre, la Palestine est membre de la FIFA et parfois, effectivement, l'équipe de Palestine, ça peut être servi effectivement comme un biais pour porter la cause palestinienne. Mais non, il n'y a pas eu encore de match Israël-Palestine. Par contre, le cas israélien est assez intéressant parce que après la guerre du Kippour en 73 et notamment aussi après un match contre l'Iran aux Jeux asiatiques lors du tournoi de football ou des Jeux asiatiques de 74, les tensions sont telles qu'après il va y avoir une réunion entre les membres de l'AFC, donc la Confédération asiatique du football, et notamment le Koweït va être fer de lance pour exclure Israël de la Confédération asiatique. Et donc après, Israël, ça va être une équipe qui va être finalement qui va avoir pas de fédération. Ils vont être notamment aussi, une fois, ils vont être en Océanie, donc ils vont participer aux qualifications de l'Océanie pour participer à la Coupe du Monde 90. Bon, ils vont pas réussir, mais après ils vont rejoindre l'UEFA et c'est pour ça qu'aujourd'hui Israël notamment fait partie de l'UEFA et pas de la Confédération asiatique parce qu'il y a aussi ce précédent géopolitique qui l'explique. On arrive vers la fin, doucement vers la fin de cette émission. Est-ce que tu aurais des références, des bouquins à conseiller aux personnes qui s'intéressent à l'histoire du football international? Ouais, effectivement, j'en ai quelques-uns. Ils sont à côté de moi, ils font partie de ma grande bibliothèque. Donc, il y a déjà une histoire populaire du football de Mikel Correa. Donc, qui vous explique effectivement ce lien, enfin, que finalement le football c'était un vecteur d'émancipation sociale et que de par le monde ça peut être aussi plus que du sport, ça peut permettre effectivement de porter des causes. Il parle aussi de la démocratie corinthienne où là c'est le cas de joueurs du Brésil autour du club du Corinthians qui vont véritablement créer un modèle de démocratie dans un Brésil qui est alors soumis à la dictature militaire. Donc c'est un livre assez intéressant. Après, je l'avais remontré tout à l'heure, une histoire de football de Paul Dietschi, donc qui a un gros pavé. Mais c'est la Bible, en tout cas, pour cette histoire du football. Mais par contre, c'est découpé en parties en régions du monde, donc c'est assez finalement accessible. Et après, si j'ai deux autres livres que je peux vous conseiller, il y a The Beautiful Game de Romain Molina. Là, lui, il parle de joueurs qui évoluent au Guatemala, au Yémen, à Cuba, aussi en Irak. En gros, c'est des sélections qui sont pas forcément le plus visibles au niveau international, mais il part à la rencontre de ces différents joueurs internationaux pour qui ça a véritablement une importance majeure de pouvoir jouer des matchs internationaux, même si c'est pas des matchs de Coupe du Monde. Et un dernier que je vous conseille aussi, le dernier penalty de Gigi Riva.
Et ça, c'est assez intéressant parce que c'est une histoire un peu romancée autour d'un fait footballistique. La Coupe du Monde 90, où il y a l'équipe de Yougoslavie qui joue avec des joueurs croates, monténégrins et aussi des joueurs bosniens et serbes. Et que lors de cette Coupe du Monde 90, il y a un enjeu, c'est que si la Yougoslavie va le plus loin possible, ça peut peut-être réaffirmer le sentiment national autour de l'unification de la Yougoslavie. Mais ça s'appelle le dernier penalty parce que Farouk Hadzibedzic va rater un penalty lors d'une séance de tir au but en quart de finale face à l'Argentine. Et c'est le dernier penalty de cette grande équipe de Yougoslavie qui après, la Yougoslavie basculait dans la guerre des Balkans. Mais vu que c'est assez romancé, c'est pas que un livre de pur et dur d'histoire ou d'actualité. Donc c'est assez agréable à lire en tout cas. Et il y a peu de livres que j'ai trouvé comme ça qui parlaient à la fois d'histoire, de football avec ce côté un petit peu plus littéraire. Et bien sûr, il y a ton ouvrage. Oui, mes ouvrages, ouais, effectivement. Alors le premier, je l'ai ici, donc qui était sorti effectivement l'an dernier. Football Club Géopolitique, donc le tome 1, où là je le sortais juste avant l'Euro et j'explique notamment dans les premiers chapitres comment est-ce que la compétition de l'Euro de football, c'était finalement une émanation footballistique de la construction européenne qui avait lieu à l'époque de manière diplomatique et économique. Et après, j'évoque aussi d'autres cas, de cas que j'affectionne un peu plus, où je parle de football au Groenland, aux îles Tuvalu aussi en Océanie, ou à l'île de Pâques, pour montrer que le football, ça peut être un vecteur de réappropriation culturelle ou d'autonomie pour des pays qui cherchent à l'être, notamment par les symboles nationaux. Et puis le dernier, là, on en a évoqué pas mal d'histoires, vraiment axées sur les Coupes du Monde, les histoires de Coupes du Monde de football. Je retrace pas toutes les Coupes du Monde de football parce que, comme on l'a évoqué, toutes les Coupes du Monde ne sont pas géopolitiques, mais à chaque fois, j'essaye d'évoquer des faits en tout cas marquants qui peuvent à la fois expliquer des situations du monde, mais qui peuvent aussi avoir un attrait sportif. Donc voilà, histoire que ça ne soit pas que un bouquin de géopolitique, mais il y a aussi un peu de football. Merci pour tous ces contenus que vous pouvez retrouver. Hein, du coup, on les mettra dans les ressources, dans les descriptions de la vidéo YouTube, par exemple. Vous pourrez retrouver ces suggestions de bouquins. Moi, j'avais un bouquin à vous conseiller aussi si vous aimez un petit peu le football et l'histoire, qui est pas vraiment sur de l'histoire du football international, mais plus française. C'est le bouquin de Rino Della Negra, footballeur et partisan aux éditions Libertalia. Voilà, qui va nous raconter l'histoire d'un jeune footballeur pendant la Seconde Guerre mondiale. Un bel espoir du football qui s'engage dans l'armée française de libération, qui sera fusillé, et donc ça raconte son histoire. Voilà, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil aussi parce que c'est hyper intéressant. Voilà. Écoute, sinon, si les gens s'intéressent un peu à ton actu, ils peuvent te suivre principalement où? Sur Twitter, ailleurs? Principalement sur Twitter. Et après, moi, sinon, je développe un peu ma chaîne Twitch où je fais des matinales pour parler pas que de géopolitique du sport, mais de géopolitique. Donc, je fais ça quand le temps me le permet, je fais ça le lundi, le mercredi et le vendredi. Et donc, ouais, c'est des matinales pour décrypter l'actualité géopolitique et pour donner quelques clés de compréhension par rapport aux différentes situations géopolitiques qui se passent. Sinon, non, principalement Twitter. Et après, effectivement, là, la grosse actualité, c'est les bouquins. Il y en a un troisième qui est en préparation ou pas du tout? Oui, ça peut, mais après, il faut que je trouve il y aura sûrement quelque chose pour les Jeux Olympiques. Pour la Coupe du Monde de rugby, j'ai réfléchi encore, mais il y aura d'autres ouvrages. Après, ce sera pas que axé football, parce que à l'approche des Jeux Olympiques, j'essaye d'être un peu plus multisport que football, mais même si on l'a vu que le football, ça permet de toucher toutes les parties du monde, quoi. Ouais, forcément. Écoute, encore merci à tous d'avoir suivi cette émission. Passez tous une très bonne journée et à très bientôt. Merci encore, Kevin. Salut.